Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie des 50 meilleurs films de tous les temps, volume 2. Voilà, parce que la première partie était un peu longue et j'étais un peu rincé, donc j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux parties et donc on va terminer ce top. Mais avant, d'habitude, à chaque fois que je fais ces vidéos, c'est pour célébrer un nombre d'abonnés. Là, c'est la deuxième partie, donc je vais toujours célébrer les 11 000, mais plutôt que de célébrer la quantité, je vais célébrer la qualité et remercier plusieurs abonnés qui me sont fidèles et que je vois souvent dans les commentaires. Et je tenais à leur dire que ça me faisait toujours plaisir de voir les mêmes noms revenir, savoir qu'il y a des vrais gens qui me suivent et qui regardent quasiment chacune de mes vidéos à chaque fois. Et bah, ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est vraiment ce qui me motive à en faire d'autres. Donc merci par exemple à Yann Attack, je suis toujours hyper content de lire tes commentaires. Et pareil pour les associés du diable, franchement on se suit depuis super longtemps et ça me fait toujours autant plaisir de voir que tu es là à chaque vidéo quasiment. Jus de raisin, tu es là tout le temps et en plus on s'est vu en vrai donc c'est vraiment cool. Enfin, voilà, Jérôme Berne qui est là vraiment très souvent aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi Théo DG, si je ne me cours pas sur ton nom, Théo qui est là très souvent aussi. Et franchement voilà, vous faites partie des gens où ça me fait super plaisir de lire vos commentaires à chaque fois que vous les postez parce que bah écoutez, c'est aussi c'est plus pour les gens fidèles que je fais ça que pour les gens de passage qui viennent de temps en temps m'insulter. Au moins vous, je sais qu'on a un vrai dialogue qui est constant et qui fait plaisir. Donc écoutez, vous connaissez le principe, ça va être une longue vidéo. On va remonter du 25 au premier du top IMDb, mais c'est voilà, d'un top d'IMDb, donc il va y avoir des bons films. Je vais prendre mon temps, là je pense que je vais vraiment prendre mon temps, ça va être une vidéo très longue. Donc si vous êtes en mode à la cool, n'hésitez pas à ranger tout votre appartement, à faire un jogging de plus de 70 km. Non, je pense que là on va peut-être changer de décor, je vais peut-être pas tout faire d'un coup. Mais voilà, en tout cas ça va être une belle vidéo bien longue où je vais bien prendre mon temps sur chaque film. Et donc c'est parti tout de suite pour les meilleurs films de tous les temps, volume 2, partie 2. En 25e position, Chinatown. Je vais foutre les affiches par ici. Chinatown, donc réalisé par Roman Polanski en 1974, d'après un scénario original de Robert Towne. Je regarde mes petites notes au cas où pour pas me gourer. Avec le Joker de l'époque, qui sera bientôt le Joker, pardon, Jack Nicholson, et Mia Farrow. Qu'est-ce que je raconte Mia Farrow Faye Dunaway, pardon. Faye Dunaway dans les rôles principaux. Chinatown, ça parle de quoi? Écoutez, c'est vraiment l'histoire d'un détective. Alors le nom, j'ai pas envie de l'écorcer, c'est Jack Gitty, G-I-T-E-S, dans le Los Angeles des années 30, qui est engagé par une femme pour enquêter sur son mari et savoir si son mari commet un adultère ou pas, et si possible de le prendre en photo avec la maîtresse potentielle. Jack Gitty se retrouve à réussir à prendre en photo le mari en train de quasiment embrasser une jeune femme. Et le truc, c'est que, en fait, il découvre juste après que la femme qu'il a engagée n'était pas la vraie femme de Monsieur Monroe, c'était l'homme qui devait suivre, mais c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir. Et le problème, c'est que la vraie femme, elle trouve ça bizarre qu'il ait été engagé parce que les photos sont parues dans la presse. Et donc, la vraie femme va voir Gitty, très dur à prononcer son nom, et donc lui dit écoutez, c'est pas moi du tout qui vous ai engagé. Donc il est un peu dans la merde, il va essayer de comprendre pourquoi on l'aurait engagé pour prendre les photos d'un mec en faisant passer pour la femme du mec, enfin bref. Et le truc c'est que le mec va mourir, et donc là ça va rentrer dans une espèce d'enquête sur un complot autour de la compagnie des eaux et de la manière dont on va irriguer des terrains pour assécher des terres, pour faire baisser le prix de l'immobilier, pour après ensuite dévier de l'eau là, pour tout un espèce de monde de corruption autour de l'eau à Los Angeles dans les années 30. Alors c'est un scénario qui est hyper compliqué dans le sens où il se passe vraiment énormément de choses. Et voilà, déjà, de toute façon, les scénarios qui parlent un peu de corruption, de ville et de politique dans une ville et de force d'influence, tout ça, c'est souvent assez pas évident à évoquer. Mais c'est vraiment un film qui t'immerge dans ce que c'est que d'être un détective dans les années 30, quoi. Et c'est peut-être pour moi ce qui me plaît le plus dans ce film. C'est pas un film que j'adore au plus haut point, mais c'est un film que je trouve vraiment intéressant, peut-être un peu long. C'est un peu mon défaut que j'ai, c'est que je perds un peu en intérêt. La dernière demi-heure, elle met un peu du temps. Pour moi, elle devient vraiment dure à aborder. Et voilà, donc c'est un film où, comme je disais, on est en mode dans la vie d'un détective, quoi. Et donc on a toutes les petites méthodes qu'il utilise. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. C'est que par exemple, à un moment, il fait une filature. Alors, il y a des très beaux plans. Polanski, il est assez sobre dans sa mise en scène, mais il y a des très beaux plans, par exemple, sur les rétroviseurs, et trucs comme ça, pour faire genre en mode filature de voiture. Et donc il y a tout un moment où il file le mec en question, Monroe là, et Mulrow, putain, c'est imprononçable leur nom dans ce film.
Et pour savoir combien de temps le mec est resté à un endroit, il va par exemple mettre une montre sous une voiture, et quand la voiture va reculer, bah, elle va écraser la montre, et donc il va savoir à quel horaire la voiture va reculer. C'est des petits détails comme ça, genre tu vois qu'à un moment ils prennent des photos et qu'ils les impriment sur du papier de merde, parce que c'est juste des photos de détectives privés, quoi, juste pour avoir des preuves, et c'est vraiment des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça. À un moment, il va chez un mec et il lui prend des cartes de visite pour après les utiliser et se faire passer pour ce mec-là. Voilà, c'est des espèces de petits moments qui m'ont vraiment plu de ce que c'était que d'être un détective privé. Parce que c'est vrai que les détectives privés, c'est quelque chose d'assez iconique, quoi. C'est un métier assez surprenant parce que t'es pas vraiment flic, donc t'as pas d'autorité particulière, mais à la fois t'enquêtes. Donc c'est vraiment un métier qui génère une espèce de fantasme, il y a quelque chose vraiment d'iconique et d'idéalisé dans le métier de détective privé. Là, ça commence vraiment comme ça, où il est dans son bureau, il y a une femme qui veut vous voir. Enfin, c'est un film noir, quoi, qui est dans les codes du film noir, un peu à la Faucon Maltais. Voilà, c'est vraiment ça, c'est dans la lignée de ça. Et bon, bah, c'est un film qui arrive à une époque intéressante d'Hollywood parce que on est en plein dans le nouvel Hollywood, donc il a vraiment on va dire des traits des films du nouvel Hollywood, qui est par exemple qu'il a une fin très sombre. Alors ça, c'est Polanski qui a assumé et qui a forcé la main au scénariste même pour qu'on ait cette fin-là, qui est une fin vraiment sombre, un peu glauque, déprimante, franchement. Et ça, c'est une marque un peu du nouvel Hollywood qui s'autorisait à faire des films graves, sombres, pas avec du happy end. On n'est pas là pour caresser le spectateur dans le sens du poil. Enfin, on est dans une époque où l'Amérique est un peu tourmentée politiquement et socialement. Il se passe beaucoup de choses et elle se remet beaucoup en question. Et par les films, on essaie de dépeindre cette société qui est pas toute rose. Et d'ailleurs, Polanski, il faut savoir qu'il avait perdu sa femme Sharon Tate peu d'années avant. Il a été mort en 69, je pense, ou 68, tué par la secte de Manson, là. Et donc, lui, c'est son premier film où il est revenu à Hollywood faire ça, parce que Jack Nicholson lui a vraiment mis la pression pour qu'il revienne. Enfin, lui a dit, mec, j'ai un scénario super, tu vas être le réalisateur du moment pour le faire et tout, parce qu'il avait réalisé 2 films à Hollywood avant, si je ne me cours pas, Rosemary Baby et Le Bal des Vampires. Et donc, il avait vraiment la cote. Mais vu que sa femme est décédée d'une manière atroce, il s'est barré en Europe. Il a fait des films un peu étranges, genre, je crois qu'il a fait une adaptation de Shakespeare. Là, il a fait, c'est quelle pièce de Shakespeare qu'il a fait à ce moment-là? Bah, j'ai Macbeth, je crois. Voilà, donc il est revenu à Hollywood parce que Jack Nicholson lui a vraiment insisté. Il est revenu et il a fait Chinatown, qui est considéré comme un des plus grands films de tous les temps, qui est considéré comme un des plus grands polars de tous les temps. Moi, je vous le dis, c'est un film franchement que j'ai apprécié regarder parce qu'il y a une vraie fluidité dans l'intrigue et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté on s'enfonce de plus en plus dans une magouille, quoi. Enfin, vraiment dans un. C'est-à-dire que tu ouvres une porte et en fait, ça te mène à un couloir qui te mène à une autre porte, un autre indice qui t'amène ailleurs. Et en fait, tu pars d'un petit truc un peu anodin, qui est une meuf qui engage un détective pour savoir si sa femme le trompe. Et après, on découle de non, en fait, le mec meurt, après, c'est une conspiration sur l'eau, et après, il y a en plus des histoires familiales qui viennent s'entremêler à ça. Le détective, il tombe plus ou moins amoureux de la femme aussi, donc il y a une histoire d'amour qui vient compliquer tout ça. Enfin, ça devient vraiment hyper dense au fur et à mesure que le film se déroule, quoi. Il y a vraiment un enrichissement perpétuel qui fait que le film, à un moment, est peut-être un peu trop dense. Moi, je vous dis, sur la fin, j'ai un peu de mal sur les 20 dernières minutes, parce que d'un coup, il y a une somme d'informations totale qui arrive, et j'ai l'impression que je saturais un peu, moi. À chaque fois, j'ai un peu saturé. Mais bon, l'ambiance est là, quoi. Et en plus, il y a vraiment des personnages vraiment intéressants. Il y a par exemple John Huston qui joue, qui joue un vieux riche, un mec totalement dérangé, hyper flippant. Enfin, il y a toute une scène où il y a Jack Nicholson et lui qui parlent et ils bouffent un poisson. C'est un espèce de long plan séquence qui bouge pas, où ils sont là à bouffer un poisson avec une tête de poisson, avec un gros œil, comme ça, ils le bouffent et ils le cuisinent. Enfin, et c'est des séquences comme ça où on sent que Polanski, il fait pas de vagues dans sa mise en scène, mais il a une forme d'élégance, il fait des parties pris qui fonctionnent parce que voilà, il arrive à reconstituer cette ambiance. Et Jack Nicholson, on sent que c'était le rôle qu'il avait voulu faire ce rôle, pas pour rien, parce qu'il le maîtrise à mort. C'est un espèce de fli ouais, il y a un spleen, quoi. Il y a un vrai spleen dans ce film et qui est majoritairement colporté par le personnage de Jack Nicholson qui véhicule cette espèce de côté désabusé. Il y a toute une notion sur la solitude qui est intéressante. À un moment, il y a par exemple une réplique qui est assez marquante où il y a quelqu'un qui lui dit vous êtes seul et il lâche la phrase comme ça sans réfléchir, genre mais on l'est tous, quoi. Genre aren't we all? Tu vois, genre de phrases. Il y a pas mal de petites phrases comme ça qui viennent. Il y a des petites punchlines qui viennent relever vraiment une ambiance, une atmosphère de spleen, de côté pas nihiliste, mais de côté vraiment un peu déprimant sur la vie, sur la solitude, sur Los Angeles, sur cette ville où les gens ne font, ne pensent qu'à leur gueule au final. Et c'est un peu le propos du film, quoi. Et font du mal aux autres pour faire leur bien et que c'est un peu chaotique, quoi. Donc c'est vraiment un film intéressant là-dessus. Moi, voilà, comme je vous disais, ça fait partie de ces films où je le mettrai pas dans mon firmament de mes films préférés, mais en tout cas, c'est un film que j'ai vu 2-3 fois et qu'à chaque fois, j'ai pris un plaisir à
à redécouvrir, parce que déjà j'oublie la moitié de l'intrigue quasiment systématiquement, et parce que surtout il y a une reconstitution de Los Angeles en 1937 qui est franchement très belle. Et d'ailleurs, rien à voir, mais c'est un peu suite à ce film que Polanski va avoir ses histoires de mœurs, parce que ce sera le moment où il va traîner avec Nicholson, hein, et que c'est ce qui va l'événement qui va de viol sur mineur un peu qu'on l'accuse là, dont il est accusé, bah, c'est un peu dans cette période-là que ça va se passer, parce que voilà, c'était le moment où il traînait à Los Angeles avec Nicholson. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec le film, mais bon, écoutez, je suis en mode ragot. 24e position, alors là on est sur du très très lourd de mon goût. Casino de Martin Scorsese. Alors pour moi c'est potentiellement le meilleur Martin Scorsese. Bon, en tout cas c'est mon préféré honnêtement. C'est celui que j'ai vu le plus de fois, que j'ai pris un plaisir à revoir à chaque fois. C'est le genre de film que je peux m'enquiller mais infiniment, parce que je trouve qu'il est d'une fluidité. Il y a une ambiance, une atmosphère qui me parle à mort. Moi, ce monde de Casino, j'adore ça. Voilà, en plus, j'ai eu la chance de le voir au cinéma il n'y a pas longtemps, dans la version restaurée, là, au Fauvette. J'étais tout seul dans la salle en plus, mais c'était magnifique quoi, de le voir sur grand écran. Honnêtement, ça m'a vraiment. C'est un film que j'adore au plus haut point, et j'aime beaucoup la VF aussi. Donc, Casino, ça parle de quoi? Écoutez, ça parle de deux personnages, majoritairement de Robert De Niro qui joue Sam Ace, et de Joe Pesci qui joue Nicky Santoro. Donc il y en a un qui fait partie de la mafia un peu italienne, et l'autre qui est un juif bookmaker. Et les deux vont être à Las Vegas pendant les années 70-80, avec le moment où la mafia va un peu créer ce qu'est le Las Vegas. Enfin, c'est une période de Las Vegas quoi, où on comprend qu'en fait tous les casinos sont dirigés par la mafia, par des gens de la mafia qui eux font des réunions dans une petite ville pas loin, et qui délèguent en fait tout ce qui va se passer à Las Vegas. Voilà, toute la gestion des casinos à des gens de confiance, et après évidemment des trahisons, c'est un film sur la mafia aussi, donc il y a des prises de pouvoir, des putschs, plein de choses qui vont se passer dans la mafia. C'est un long film, hein, il dure 2 heures et quelques, 2h58, il dure quasiment 3 heures, mais alors, franchement je ne les vois jamais passer à chaque fois. C'est pour moi voilà, c'est le meilleur Scorsese. Alors on est vraiment dans un Scorsese de sa marque de fabrique un peu qui est très réputée, c'est celle des Affranchis, celle du Loup de Wall Street. Alors c'est ce qu'on appelle le flux de pensée, je crois, la manière narrative de ce film. La narration se fait par le biais d'une voix off du personnage principal qui raconte son histoire, et tout ça est illustré par des séquences où il y a qui viennent habiller ce que la voix off dit. Voilà. Alors c'est un truc, quand je l'ai vu au cinéma, il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est de me dire comment Scorsese a visualisé son film avant de le faire, quoi. Enfin, comment le scénario, quelle gueule a le scénario, quoi. Parce qu'en fait, j'ai jamais lu le scénario, je devrais aller me renseigner, parce que c'est adapté d'un bouquin à la base de Nicolas Pileggi. Mais voilà, non, c'est surtout parce que tu as des séquences entières où enfin, tu te dis, mais genre, enfin, j'ai même pas les mots, mais c'est-à-dire que il y a une voix off qui dit un truc, c'est illustré par des images, mais tu te dis dans le scénario, est-ce qu'il y avait marqué un plan, genre un plan sur des jetons, et après il y avait marqué genre un plan sur un mec qui distribue des cartes, un plan sur un mec qui passe une porte, parce que enfin, les plans, si tu fais gaffe au plan, par moment, dans plein de séquences, ça raconte des trucs, mais à fois, c'est vraiment une espèce de manière de travailler le visuel et le montage, et de réussir à incruster des images à des moments qui veulent dire quelque chose, qui font un tout, mais qui, prises indépendamment, ne racontent quasiment rien, quoi. Et donc j'étais vraiment impressionné par ça, parce que tu as des séquences entières où c'est juste des choses comme ça, mises bout à bout, qui racontent, qui créent l'ambiance, quoi. Et ça, c'est vraiment magistral. Moi, c'est vraiment, j'adore c'est des films énormes, les espèces de Rise and Fall, où on raconte vraiment l'épopée de quelqu'un. Bon, ouais, c'est vraiment un beau Rise and Fall. Alors, il y a des personnages, moi je trouve que Joe Pesci, il est dans son meilleur rôle. Et donc Nicky Santoro, il y a une séquence qui est pour moi la séquence la plus marquante de sa carrière, c'est celle où il va défoncer un mec avec un stylo, là, et t'as des phrases, mais t'as des phrases énormes, parce que donc la voix off raconte tout, et donc t'as De Niro à un moment qui dit cette réplique que j'adore. Ouais, donc la phrase, c'est ça, elle est géniale, c'est: tu tapes Nicky avec ton coup de poing, et il va revenir avec une batte de baseball. Tu tapes avec un couteau, il va revenir avec un flingue. Et si tu débarques avec un flingue, t'as intérêt à le tuer, parce que sinon il va juste revenir jusqu'à ce que tu sois mort. Donc le personnage, il est juste énormissime, quoi, de Nicky. Non, voilà, ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est que bon, il y a une histoire d'amour avec Sharon Stone, qui est un personnage détestable au possible. Je déteste ce personnage, mais c'est fait exprès, hein. Elle est horrible. Enfin, c'est une histoire d'amour assez particulière, parce que dès le début, t'as envie de lui dire à Ace là, mais mec, arrête. Ah putain, t'as envie de lui foutre des claques tellement ça t'énerve qu'il soit avec elle, parce que tu tiens au personnage principal de Niro, et là il se met avec une connasse, quoi. Ah là là, elle est détestable dans ce film, elle est vraiment horrible, mais elle joue très bien, Sharon Stone, parce qu'elle est vraiment détestable, tout en étant magnifique aussi, donc elle arrive à bien à tromper son monde, quoi.
Et non, mais c'est ce qu'il y a aussi tout un rapport aussi. Bon, il y a des plans séquences géniaux, hein. Il y a un plan, par exemple, il y a un mec qui vient dans la chambre des coffres récupérer de l'argent, et tu suis tout son périple dans le casino, et il arrive dans la salle et tu vois l'argent. Enfin, il y a tout un moment où tu suis l'argent en fait. Où est-ce que va l'argent dans le casino qui va finir dans une mallette pour finalement aller chez les mafieux. Une séquence que visuellement je trouve magnifique. Tu as une séquence aussi où les mecs trichent. Ah, c'est une séquence de fou aussi. Parce que voilà, moi le monde des casinos, ça me parle tellement plus que par exemple Les Affranchis, qui est un film que je trouve extraordinaire aussi. Mais j'accroche moins. Genre, j'ai pas envie de le revoir, Les Affranchis, tu vois. Alors que le casino, je l'ai vu vraiment, mais 50 000 fois, quoi. Je trouve évidemment, il y a un moment où il perd un peu en rythme à la fin, parce que je trouve que le début est vraiment magnifique, extraordinaire. La fin est très, très poignante, et il y a peut-être un moment où c'est. Mais j'arrive même pas à trouver de temps mort, franchement. Pour moi, c'est de l'ordre de la perfection. Il se passe tellement de choses dans ce film. Enfin, tu vois, en plus, à Las Vegas, comme tu l'as jamais vu filmer avant. Enfin, elle est filmée d'une manière tellement parfaite et tellement magistrale à l'image. T'as tout, y est, quoi. T'es à Las Vegas dans les années 70-80. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est aussi un film qui raconte un changement d'époque, la fin d'une ère. Parce que, évidemment, Las Vegas ne sera plus jamais comme ce qui est décrit dans le film. Ce sera plus. Ce qu'ils expliquent à un moment, c'est que jamais ils mettront des espèces de pimpins aux manettes, quoi. Parce que c'est ça qui est génial, c'est que les mecs, c'est des mafieux qui gèrent ça, et ils filent ça un peu à leurs potes, enfin, aux gens de confiance. Et évidemment, maintenant, après, c'est des grandes corporations qui vont mettre des gens au pouvoir, et ce sera plus aussi laxiste, aussi le Far West, quoi. Il y a un petit côté Far West dans ce Las Vegas-là, quoi, qui est vraiment génial, quoi. Tu as aussi cette séquence qui est vraiment pareil, voilà, c'est maestria visuelle de la part de Scorsese, où tu as tous les points de vue des gens qui surveillent dans le casino, comment fonctionne, comment tu peux éviter, comment en fait, tu ne peux pas tricher dans un casino parce que tout le monde surveille tout le monde. Et donc, tu as un mec qui va surveiller, tu as le croupier qui surveille les joueurs, le croupier qui est surveillé par un mec, le mec qui surveille le croupier qui est surveillé par un autre mec. Enfin, tu vois, c'est tout un espèce comme ça, où tu lis les points de vue de qui surveille qui. C'est une séquence qui est extraordinaire. Et pareil, sur le scénario, à lire, ça doit être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand tu la regardes, elle est magnifique, quoi. Enfin, c'est tellement fluide et parfait, quoi. Et pareil, il y a des espèces. Enfin, c'est fort de faire un film qui te raconte la vie d'une ville à une période comme ça, surtout une ville aussi particulière que Las Vegas, par exemple. Il y a des séquences que j'adore, la séquence par exemple où il t'explique comment il arrive à garder, à plumer le japonais, là, le milliardaire japonais, où le mec il les bat sur la première nuit, et donc il se débrouille pour faire en sorte qu'il rate son avion, enfin que son avion ne décolle pas à cause d'un vieux problème technique factice. Et donc le mec japonais, qui est milliardaire japonais, qui a défoncé le casino la veille, il est obligé de retourner au casino, parce que là, il lui offre une nuit en plus et tout ça. Et là, par contre, il va se mettre à jouer différemment parce qu'il est plus dans son mood winner. Et là, il est un peu en mode à la loose. Il va jouer petit, quoi. Et c'est là où il va se mettre à perdre. Et donc, le casino arrive à lui faire cracher, genre, à lui faire recracher tout ce qu'il avait gagné, plus genre quasiment le double. Enfin, tu vois. Et c'est des magouilles, des techniques comme ça qui te racontent la vie de cette ville. Enfin, bon, bref. Donc, pour moi, c'est mon Scorsese préféré. C'est, je pense, dans mon top 3 des films des années 90. Donc c'est évident qu'il est dans cette liste pour moi des meilleurs films de tous les temps, des 25 meilleurs films de tous les temps, c'est évident. Là, il est 24e. Écoutez, l'important, c'est pas qu'il soit 24e ou autre. En tout cas, moi, c'est clairement un film. D'ailleurs, moi, sur IMDb, j'ai mis 10. Voilà, je lui mets 10 à ce film. Il est parfait de bout en bout. Il n'y a rien qui m'emmerde, il n'y a rien qui me dérange. C'est la perfection de ce que Scorsese sait faire dans ce mode-là pour moi. Il est au-dessus que Le Loup de Wall Street. Il est au-dessus que Les Affranchis. Franchement, c'est du bonheur. Alors, 23e position, un film assez particulier parce qu'il est finalement pas souvent mentionné parmi les gens qui parlent de cinéma. Hein. Enfin, c'est un film, j'ai pas l'impression qu'il est. Je trouve ça étonnant de le voir ici. C'est V pour Vendetta. Donc V pour Vendetta, réalisé par un ancien premier assistant des Wachowski, donc qui était premier assistant sur Matrix, James McTagg, il s'appelle, qui après réalisera, si je ne m'abuse, des épisodes de Sense8. Voilà, donc je vous rappelle qu'il a fait d'autres longs métrages, ce qui est assez surprenant parce que, comme je vous dis, il a quand même fait un film. Il a fait L'Ombre du Mal après en 2012. Ah, le Raven. Raven, donc c'est un film sur Edgar Allan Poe. Et donc c'est ça, beaucoup de deuxième équipe. Et il a fait des Sense8. Il a fait des épisodes de Marco Polo aussi, la série. Bon, et là, il a un film qui s'appelle Breaking In. Bref. Donc le mec a pas quand même une carrière de fou. Et il a fait Ninja Assassin aussi. Ouais, pas terrible. Ouais. Donc bon, le mec a quand même pas une carrière de fou, malgré le fait qu'il a réalisé V pour Vendetta. Donc V pour Vendetta, le scénario est des Wachowski, mais c'est adapté d'une BD d'Alan Moore, qui est un roman graphique, qui est un des plus grands romans graphiques de tous les temps. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il a une réputation de fou. Moi, j'ai vu le film avant de lire le roman graphique, donc
fatalement, j'ai pas le même attachement au roman que des gens qui vont être des puristes du roman graphique peut-être, qui vont, tu vois, il y a un côté où quand tu découvres un film et que tu apprécies le film, moi j'avais adoré le film à l'époque, de quoi ça parle avant de dériver trop. Dans un futur dystopique, l'Angleterre est devenue une espèce de dictature un peu en mode 1984 avec une figure qui va, on va dire, qui est un peu la figure salvatrice du pays. Il y a un couvre-feu qui est installé, donc les gens pourront sortir le soir. Enfin, il y a vraiment une espèce de Gestapo qui fait vraiment une milice privée qui va vraiment fliquer les gens. Il y a, voilà, il y a un côté hyper dictature, un peu ultra surveillé, avec une figure emblématique qui un peu mène tout ça, si je ne m'abuse. Et donc il y a Nathalie Portman qui joue une journaliste qui, un soir, quand elle rentre de chez un dîner chez un mec, va être sauvée par V, qui est donc un personnage qui porte un masque, le fameux masque de V pour Vendetta, qui est un masque qui devait exister avant, mais je ne sais pas sur quoi, de quoi, et surtout qui va être après qui va devenir autre chose, qui va devenir le masque des Anonymous. Donc maintenant, il est plus connu pour être le masque d'Anonymous que le masque de V pour Vendetta, j'ai quasiment l'impression. Et donc, il va le sauver, et après, il va se passer des choses, et je ne vais pas trop vous en révéler, mais leur destin va être lié entre V et le personnage joué par Nathalie Portman, où elle va plus ou moins s'associer avec lui pour mener une forme de révolution. Voilà, parce que V envoie un message en disant qu'il va faire exploser la chambre des Lords, si je ne me gourre pas, le 5 novembre de l'année qui suit, pour amorcer un début de révolte dans le pays et réussir à renverser le gouvernement en place. Donc comme je disais, c'est adapté de la BD d'Alan Moore, V pour Vendetta. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que pour moi, c'est une adaptation hyper fidèle, quoi. Enfin, honnêtement, quand j'ai vu le film, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et que j'ai lu la BD après, j'ai trouvé que... Parce que j'ai vu le film en disant « Ah, c'est vachement bien, j'ai vu V », il y a quelqu'un qui avait lu la BD avant et qui m'a dit « Ah, mais voilà la BD, mec, le film, il doit être pourri », ou... Enfin, la BD, elle est énorme. Enfin, c'est souvent comme ça, hein, quand je veux pas être médisant pour les gens qui adorent les BD. Moi aussi, il y a plein de BD que je porte en culte, hein, tu vois. Mais j'ai un peu la même chose avec Watchmen, quand tu as des gens qui ont lu Watchmen avant de voir le film, parce que évidemment, ça existe depuis plus longtemps, et que trucs qui te disent, mais arrête, mec, le film il est pourri, la BD, elle est beaucoup mieux. Enfin, tu vois, il y a un côté... Oui, sûrement. Watchmen, j'ai lu aussi le Watchmen, j'adore la BD, mais j'adore le film aussi, quoi. Et V, je trouve que le film est une très très bonne adaptation, honnêtement, en termes de reconstitution graphique du monde d'Alan Moore dans la BD, tout ça, je le trouve vraiment hyper fidèle. J'y étais, quoi. Après, moi, c'est un propos qui me parle à mort. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un côté, révolutionnaire, anarchiste, qui est, quand je l'ai vu, j'étais ado, qui me parlait grave. Plus, je crois que c'était l'année où j'avais lu 1984, donc là, il y avait beaucoup de choses sur groupe. On est vraiment dans cette mouvance des films dystopiques sur des espèces d'États qui sont partis en sgeg sur le côté trop sécuritaire, parce que c'est toujours pareil, c'est suite à une guerre, que ça c'est... Enfin, t'as des événements, en fait. Je crois que c'était du terrorisme qui avait mené à cette dictature, donc en plus, tu peux faire beaucoup de parallèles avec le monde dans lequel on vit. C'est souvent le cas des dystopies, c'est ça qui est intéressant. J'ai une vidéo écrite sur la dystopie qu'il faudrait que je vous fasse un jour, quand même. Parce que bon. Et donc, voilà, après, au-delà de ça, j'ai essayé de le revoir plusieurs fois et j'ai jamais trop réussi à re-rentrer dedans. Donc, depuis que je l'ai vu au cinéma, le film m'a pas. Genre, j'ai pas eu un goût de reviens-y, quoi. Ça fait partie des films où j'ai vraiment apprécié le voir sur le moment parce que j'avais l'âge qu'il fallait. Je trouvais que ça envoyait vraiment. Ça apportait vraiment quelque chose sur le moment. J'ai adoré mon visionnage et je le mettais quasiment dans un de mes films préférés du moment. Mais avec le recul, maintenant ça doit faire 15 ans qu'il est sorti. Il est sorti en 2005, ouais, 13 ans. Et je l'ai revu une ou deux fois depuis, mais il m'en garde pas un énorme... voilà. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de révélations dans le film. Enfin, il y a un côté un peu mystérieux et qu'une fois que tu as les révélations, il y a toute une partie du film qui perd un peu en intérêt aussi, parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et aussi peut-être parce que le film a pris un petit coup de vieux, quoi. Les séquences de combat, il y a un petit côté post-Matrix, sans être ostentatoire non plus, mais c'est moins spectaculaire que ça ne l'a été. Je sais pas, mais bon, le film reste un très très bon film, honnêtement. Et V reste un personnage ultra iconique. Il est joué par Hugo Weaving, hein, qui jouait l'agent Smith dans Matrix. Et son look est parfait, quoi. Enfin,
je te dis, c'est devenu. En fait, ce qui est drôle, c'est de voir à quel point c'est devenu autre chose, quoi. Moi, il y a une vidéo que j'adore, par exemple, de Monsieur Mondialisation sur Internet, qui commence par le message de fin de V pour Vendetta, qui diffuse son message à. Oh merde, j'ai spoilé, mais bon, qui diffuse un message partout dans le monde, un peu, enfin partout en Angleterre, où il apparaît sur les écrans, quoi. C'est pas la fin d'ailleurs. C'est quand c'est au début, quand justement il va chez les journalistes, quand il prend on contrôle la télé là. Et donc, tu vois, cette image-là du mec qui pirate les écrans avec la tête de V pour Vendetta pour délivrer un message contre ce qui se passe actuellement dans le monde, elle a été repris par plein d'activistes. Enfin voilà, c'est devenu un symbole, quoi, V pour Vendetta. Plus que ce que le film raconte. Alors après, moi, il y a des phrases qui m'ont marqué, hein. Moi, j'adore le Remember the 5th of September, November, je sais plus trop le mois, mais ça fait partie de ces trucs où ça revient dans le film et il y a vraiment ce côté, ce côté iconique de la révolte et de la manière de générer d'exploser les choses qui sont en train de se passer, quoi, parce qu'on est dans un monde vraiment qui a perdu énormément parce qu'il a il a donné de sa liberté pour avoir de la sécurité. C'est le fameux dilemme, hein. Je crois que c'est Benjamin Franklin qui l'a annoncé, qui a dit un peuple qui est prêt à donner de sa liberté pour obtenir la sécurité est voué à finir dans une espèce de dictature. Et là, c'est clairement ce qui se passe, hein. Tu vois, et voilà, après, il a des phrases tellement pertinentes. Enfin, ouais, il y a une phrase où il dit les gens ne devraient pas être effrayés de leur gouvernement, c'est leur gouvernement qui devrait être effrayé du peuple. Enfin, vraiment, ce côté hyper. C'est une politique assez simple, hein, c'est vraiment. Il y a un peu ce côté. J'imagine qu'il y a un peu le côté thèse de terminale quand tu fais une rédaction, là, un peu simpliste politiquement, mais c'est des valeurs qui font toujours plaisir à revoir et à découvrir, tu vois. Parce que ça reste des valeurs assez humanistes, on va dire. Oui, humanistes, tout simplement. Et je trouve que ça va être intéressant parce qu'il y a un autre film qui va revenir où justement il y a aussi un discours intéressant qui est beaucoup plus poignant que celui dans V pour Vendetta. Mais en tout cas, ça reste un film que je vous invite vraiment à découvrir. Et je trouve ça surprenant parce qu'il est assez. J'ai l'impression qu'il est. Mais ça fait partie de ces films où, vu qu'on est sur IMDb, que c'est un site anglophone, qui met des films un peu comme ça en haut d'un top, là où je pense que si tu ferais si tu prends en compte le cinéma un peu plus mondial, ce film passe un peu aux oubliettes à mon avis. Alors 22e position, alors là vous allez être vraiment surpris parce que c'est un film, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France. Enfin, peut-être, mais alors franchement, Warrior, réalisé par Gavin O'Connor. Alors Warrior, donc ça raconte l'histoire de deux frères. Il y en a un qui est un jeune alcoolo, non, qui est le fils, ouais, alors les deux sont fils d'un alcoolo, qui est un ancien boxeur, et il y en a un qui est devenu soldat, si je ne me gourre pas, et l'autre, il est devenu père de famille, et les deux font du MMA, donc du Mixed Martial Art. Et le jeune frère va demander à son père de devenir son entraîneur et il va gravir les échelons et il va finir en combat final à se devoir se confronter avec son frère, son grand frère qui lui est plus en mode il a une vie de famille, tout ça. Alors, c'est un film déjà où il y a Tom Hardy et Joel Edgerton. C'est quasiment un film de 2011, donc à mon avis, ils n'étaient pas encore au top de leur game, les deux. Joel Edgerton, il a un peu retombé, mais il a eu un moment où il était un peu big shit, là. Donc, franchement, c'est un film que j'ai vu au Canada, moi. Je l'ai vu au Canada pendant mes études et je l'ai vu avec des amis à moi qui étaient donc canadiens. Enfin, vraiment, ils avaient la culture nord-américaine, quoi. Il faut savoir que en Amérique du Nord, et donc par exemple à Montréal, le MMA, le Mixed Martial Art, à l'époque en tout cas, c'était le sport le plus suivi du Canada. C'est-à-dire que les soirs de gros matchs dans les bars, c'était même pas bondé. J'avais jamais vu ça, quoi. Enfin, ils ont un système en plus qui est très particulier, c'est-à-dire que chaque événement c'est du pay-per-view où tu dois acheter le match et ça coûte genre 80 balles la soirée, enfin, c'est hyper cher, donc les gens se ruent dans les bars et en plus à l'époque ils avaient Saint-Pierre je crois, leur champion qui était le champion du monde, enfin, le meilleur mec du MMA qui joue d'ailleurs dans Captain America Winter Soldier là, au début, il joue Bat machin là. Et donc il y avait un truc autour du MMA et moi j'avoue qu'en faisant en mode le français qui conspue, enfin pas qui conspue mais j'avais un côté un peu genre ouais, bon c'est des gens qui se tapent dessus, vu que c'est interdit en France en plus ça faisait pas partie de ma culture quoi. Et donc je suis arrivé hyper méfiant sur le film quoi. Franchement genre un film sur du MMA quoi. Enfin je m'attendais à une connerie en fait. Honnêtement je m'attendais à une connerie et je suis sorti de la salle en me disant putain
je sais pas si j'ai vu une connerie, mais c'était quand même pas trop mal, quoi. Enfin, mais à la fois, il y avait un côté qui me. Enfin, c'est-à-dire que mon arrogance de français, un peu, mais je parle personnel, il n'y a rien à voir vis-à-vis du film, mais j'avais l'impression qu'il fallait pas que j'aime ce film parce que le film parlait du MMA et que c'était un film pour ploucs un peu, quoi. Enfin, tu vois, les ploucs qui aiment le MMA. Je sais pas, dans ma tête, j'étais vraiment en mode arrogant, dégueulasse, pourri, enfin de merde. Et je suis sorti, j'étais avec des potes, et mes potes canadiens, quoi. Et donc je suis sorti, je suis ouais, bon, ok, d'accord, ok, c'était un peu ridicule, ça parlait de mecs qui se battaient. Et les mecs m'ont dit, mais putain, mais t'es con, franchement, c'était super bien et tout. Et donc je me suis dit, putain, mais ok, les gars, peut-être, hein, enfin. C'est vrai que le film est très beau, c'est une histoire assez classique, un peu. Moi, c'est ça qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait un côté un peu cliché avec le père alcoolo, le fils qui vient chercher son père et le père qui reboit évidemment au pire moment pour. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs comme ça. Et bon, ça s'est arrêté là. Et j'ai essayé quand même de revoir le film à un moment en me disant bon, t'avais peut-être mal, enfin, t'avais clairement pas pris le film d'une bonne optique, quoi. Et donc j'ai revu le film. Et c'est vrai que le film, il est quand même vraiment pas trop mal. Enfin, moi, je le mettrai pas dans mon top parce que ça me parle pas plus que ça, mais c'est un beau film sur le sport, un beau film sur les relations familiales, sur la manière de se surpasser, de se racheter une rédemption, sur le côté fraternel, deux frères qui s'affrontent. Voilà, c'est un beau film. Si vous aimez le sport, et c'est bien filmé, c'est filmé de manière, on va dire, sobre, mais élégante. Voilà, y a pas, ça ne fait pas tape à l'œil, mais ça met le sport en valeur, les corps, le côté vraiment musclé de ces deux mecs qui pratiquent du martial art, quoi, du MMA. Donc, avec le recul, j'ai réussi à trouver ce qui avait plu à mes potes dans ce film et pourquoi le film finit par être quand même dans le top IMDb, quoi. Donc, moi honnêtement, ça fait partie de la subjectivité du cinéma, le moment où en fait tes a priori sur plus que le film font que tu vois le film d'une manière qui est totalement biaisée. Moi j'avais des a priori sur le MMA, je voyais un film sur qui s'appelle Warrior en plus, le titre hyper bourrin, sur des mecs qui vont se frapper dessus pendant 2 heures, une histoire un peu cliché de familiale avec un père alcoolique. Enfin, pour moi de base c'était de la merde. Et donc j'ai abordé le film en mode c'est de la daube. Et donc pour moi quand je suis sorti c'était plus ou moins de la daube. Mais fatalement, à la revoyure, je dois lui avouer que ce film n'est pas une merde. Mais après, moi, ça me parle pas plus que ça. Et le truc, c'est que c'est réalisé par Gavin O'Connor, qui va être le futur réalisateur de Suicide Squad 2. Donc j'espère qu'il fera mieux que le premier, parce que c'est quasiment impossible de faire moins bien, de toute façon. Et qui a aussi réalisé des conneries, genre Jane Got a Gun, le film qui est sorti avec 3 ans de retard en France, avec Nathalie Portman, que personne n'a vu, je crois. Et il a aussi réalisé le film avec Ben Affleck, là, The Accountant, le Mr. Wolf. Ouais, Mr. Wolf. Bon, c'est pas un grand réalisateur, donc c'est aussi. Le mec me donnait pas plus envie de voir son film que ça. En tout cas, je sais même pas s'il est sorti en France, quoi. Il est sorti en France, Warrior, là, vous l'avez vu, ce film sur le MMA en salle? Bon, c'est genre de film, j'en entends jamais parler de jamais de rien, quoi. Tu vois, Two brothers face the fight of a lifetime, quoi. Deux frères. Voilà, c'est pour ça que quand je suis allé voir le film, franchement, j'aimais pas, mec. Deux frères face au combat de leur vie, quoi. Enfin, un genre de phrase, mais tu sais, j'ai un côté cynique français, moi, qui est hyper, qui est propre à moi. Alors après, je travaille dessus, hein, tu vois, je revois les trucs, j'essaie de réfléchir, de comprendre, de mettre à la tête des autres, hein, mais bon, il y a des fois où franchement, mes a priori, là, c'était vraiment sur le côté martial art et le côté bourrin et primaire du truc. J'ai eu beaucoup de mal à passer outre lors de mon visionnage de ce film, quoi. Bon, en tout cas, il est dans le top. Écoutez, il est 22e position. Surprenant, mais pourquoi pas. J'ai pas le même rapport avec la boxe. Hein. La boxe, parce que c'est ancré dans le cinéma depuis bien plus longtemps et parce que j'ai découvert la boxe par le cinéma presque. Donc, tu vois, un film comme Rocky ou même un film comme Creed ou Raging Bull, tout ça, je les aborde pas du tout de la même manière comme un film sur le MMA, quoi. Parce qu'en plus, le MMA, il y a vraiment un côté. Moi, je l'ai découvert en mode les cassettes quand j'avais genre 12 ans avec des potes, des mecs qui avaient réussi à chourer des cassettes, je sais pas où, on matait ça, des mecs qui se battaient dans une cage, ça se saignait de partout, ils se défonçaient la gueule. Enfin, pour moi, le MMA, c'était un sport de bourrin, quoi. Après, maintenant que j'ai vécu au Canada et que j'ai appris un peu à connaître leur culture, c'est évidemment. C'est comme la boxe, quoi. Enfin, la boxe n'est pas plus noble que le MMA, c'est des sports de combat, c'est une discipline à part entière qui a ses règles aussi, qui a sa manière de gagner. Enfin bref, c'est une discipline, donc je la respecte autant que je respecte toute discipline sportive. Voilà. Même le catch, parce que apparemment c'est du sport aussi. Oh putain, vous allez me tomber dessus encore les fans de catch là. Merci de m'avoir expliqué dans les commentaires, j'ai enfin compris le catch. Ne vous inquiétez pas, je ne dénigre pas le catch. Je trouve ça hyper fun. Franchement, vous avez trop raison de kiffer le catch. Gros changement de position, changement de chemise, parce qu'en fait, il m'est arrivé un gros problème technique.
j'avais enregistré 4 autres films et je me suis rendu compte que le son n'avait pas enregistré, donc je vais reprendre là où mon son s'est arrêté. Heureusement, il s'est arrêté juste à la fin d'un film, donc écoutez, on avait fini avec Warrior qui était le numéro... Alors putain, je vais reprendre ma liste comme un crétin moi. Donc Warrior numéro 22 et donc on passe au numéro 21, mais avant je voudrais encore remercier 2-3 personnes dont j'avais oublié de citer le nom, voilà, c'est l'intérêt de pouvoir refaire les choses. Donc merci par exemple à Shirokuro qui est là très souvent aussi dans les commentaires et sur Twitter et ça fait toujours un plaisir non dissimulé de lire tes commentaires Shirokuro. Et KS Takar, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas pareil, voilà, ça fait toujours plaisir de te voir revenir quasiment à chaque vidéo. Voilà, tu fais partie des noms que je retiens et que je remercie dans cette vidéo. Et donc c'est en sirotant ce magnifique cocktail que je vais parler du film numéro 21. Le 21, c'est The General, le mécano de la Générale, réalisé par Clyde Buckman et Buster Keaton. C'est une co-réalisation qui est donc un film de 1926. Alors 1926, on est dans l'ère du muet, on est sur vraiment l'ère des grands artistes du muet, donc les Charlie Chaplin, les Buster Keaton, les Lloydis, je sais pas comment il s'appelle ce mec avec le chapeau plat. Bref, en tout cas le mécano de la Générale, de quoi ça parle, écoutez, c'est assez simple, ça parle d'un mécano de train qui, durant la guerre de sécession, veut s'enrôler à la guerre pour plus ou moins se la péter devant sa copine. Le problème, c'est qu'on lui refuse le fait de partir à la guerre parce que c'est un bon mécano de locomotive et donc il sera plus utile en tant que mécano. Sa copine le trouve, ne l'aime plus parce qu'elle pense qu'il n'ose pas s'engager. Et donc voilà, ils sont un peu en froid. Et le problème, c'est qu'il y a l'armée nordiste, parce que lui, il est sudiste, qui décide de faire un plan machiavélique et de s'introduire au sud et de voler une locomotive et de repartir vers le nord en détruisant tous les ponts sur le passage. Et lui, Buster Keaton, il va monter dans la locomotive d'arrière, il va partir à la poursuite de cette locomotive folle, en sachant que la fille qu'il aime, et en plus, a été fait kidnapper par les nordistes. Donc en fait, c'est un espèce d'une course-poursuite qui dure, le film dure 1h10 et il y a quasiment 1 heure de course-poursuite, quoi. Donc c'est assez intéressant parce que déjà, il y a un parallèle rigolo avec Mad Max Fury Road, parce que le scénario est quasiment similaire dans le sens où c'est des gens qui partent et qui vont à un point A et arrivés au point A, ils se rendent compte qu'en fait, le meilleur endroit, c'est de revenir au point de départ. Donc il y a vraiment ce principe d'aller-retour dans le film, comme dans Mad Max Fury Road. C'est un film muet, mais c'est ça qui lui donne aussi une force énorme, parce que le film n'arrête jamais, quoi, honnêtement. Pour un film de 1926, il est tellement énergique, il se passe tellement de choses, quoi. Enfin, c'est vraiment une course-poursuite, mais de dingue. Enfin, il y a un moment, il y a des plans de fou. Enfin, moi, ce qui m'a étonné dans le fait de le revoir, je l'ai revu pour l'occasion, il est disponible sur YouTube. Donc franchement, n'hésitez pas à aller le découvrir. Non, ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est le fait que à l'époque, tu te demandes limite comment ils faisaient, quoi, pour faire tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des choses de fou dans ce film. Il y a tous les plans qui sont... Moi, c'est un film où j'avais beaucoup de plans avant de le voir entièrement, en fait. Donc il y a par exemple, il y a tous ces plans où Buster Keaton est sur la locomotive, vraiment à l'avant de la locomotive, et en fait, les ennemis qui sont dans la locomotive qu'il est en train de poursuivre lui ont mis des barres de bois au milieu des rails pour faire capoter sa locomotive. Et donc il est là, il monte sur les rails, il arrache les barres de bois. Il y a même un moment où il balance une barre de bois sur une autre barre de bois pour réussir à dégager la voie pour éviter que sa locomotive déraille. Enfin, tu fais putain, mais c'est super impressionnant, quoi. Il y a une séquence où il trimballe un canon derrière lui. Et donc il a un canon, la locomotive avance comme ça, il allume le canon et sa locomotive dévie un peu dans un virage, et donc le canon derrière lui voit devant la locomotive ennemie et tire en temps réel sur la locomotive qu'il est en train de poursuivre, quoi. Et t'as ce plan que tu vois en vrai avec le canon qui tire, qui touche l'autre locomotive en face. Tu fais mais c'est un truc de dingue, quoi. Comment le mec a fait? Et en fait ça m'a fait penser limite à Dunkerque où c'était la dernière fois que j'ai eu ce sentiment-là au cinéma de tellement de véracité, de reconstitution des choses, de réussir à faire en sorte qu'un truc qui bouge tire sur un autre truc qui bouge tout en étant réaliste et réel. C'était Dunkerque où voilà, il y a les avions qui vont tirer sur les bateaux en dessous et ça a vraiment été fait. Et là j'ai senti ça, sauf que le truc date de 1926, quoi. Donc il y a vraiment une prouesse honnêtement dans la technique et de réussir à être... Enfin, c'est tellement moderne en fait, tu te dis que le cinéma actuel a vraiment pris des bases dans l'ancien cinéma. Il y a le plan le plus cher de l'époque. À l'époque, le plan le plus cher de l'histoire du cinéma, c'était dans ce film-là. C'est un effondrement de pont avec une locomotive dessus. Après, il y a tout un côté burlesque et comique. Alors, je trouve que c'est assez léger. Ça reste très drôle et il y a vraiment des idées de comment réussir à exploiter des situations au maximum, quoi. Par exemple, à un moment, il récupère la fille qui s'est fait kidnapper et pour la dissimuler, il la met dans un sac. Et le truc, c'est que c'est un sac de chaussures, donc il vide le sac. Et quand il la met dedans, il se relève et en fait, il se rend compte qu'il a perdu une chaussure. Et donc, il est là à chercher une pompe parmi 50 pompes. Tu vois, il y a des espèces d'idées comme ça, très sobres, mais qui franchement apportent une vraie touche de légèreté et d'humour au film. Et surtout, c'est à chaque séquence, ça se renouvelle comme ça. Buster Keaton, c'est un personnage qui fait pas de grimace, qui a vraiment qui est stoïque. Et ça fait que ça reste assez sobre sur une ligne
bah, plutôt élégante, quoi. Il y a vraiment un humour, je trouve, assez élégant chez Buster Keaton. Il y a aussi toute une partie qui se passe de nuit dans la forêt et c'est super bien foutu, franchement. Après, il y a tout le reste qui se passe en naturel, au milieu des forêts, des arbres, et c'est magnifique. Il y a des travelling latérales qui suivent les locomotives. Franchement, c'est assez impressionnant. Rien que pour la technique de ce film et pour le rythme qu'il arrive à y donner, parce que ça n'arrête jamais. Il y a vraiment une idée par toutes les 10 secondes. Enfin, c'est assez fou. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que, donc c'est un film muet évidemment, mais tu sens qu'il ne prenait pas en compte le son dans sa mise en scène. C'est assez cocasse. Parce que vrai, il y a vraiment par exemple, un moment où Buster Keaton descend de la locomotive pour faire je sais plus quoi, je crois dévier une rail ou un truc, et à un moment, genre limite, il fait son lacet, et la locomotive commence à se barrer derrière lui, quoi. Et tu te dis, mais mec, tu l'entends pas la locomotive qui se barre? Et en fait, dans la mise en scène, il y a plusieurs moments comme ça où s'il y avait le son, la séquence ne fonctionnerait pas. Mais vu qu'il n'y a pas le son, il prend pas en compte le son du tout. Donc les personnages agissent comme s'ils n'entendaient pas ce qui se passait, quoi. Et c'est assez intéressant parce que tu te rends compte qu'à l'époque, ils avaient forcément une dimension en moins bah, on va dire, de réflexion sur comment un film devait marcher, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer sur cette dimension-là, la dimension sonore. Et donc, bah, ils se permettaient aussi d'avoir une forme de laxisme vis-à-vis de ça, parce que bah, le spectateur n'entendait pas les sons, donc fatalement, il pouvait se permettre de faire bouger une locomotive derrière un mec sans que le mec l'entende bouger, alors que dans la vraie vie, tu auras un bruit énorme de... Et forcément, tu entends le truc bouger, quoi. Et alors voilà, donc écoutez, c'est un film qui est vraiment pas mal. Il y a tout un moment il y a vraiment un vrai talent de mise en scène, hein, en fait, chez Buster Keaton. C'est un mec qui a un vrai sens du découpage, qui est précis. Il y a tout un moment, une séquence, par exemple, avec un trou de cigare qui est fait dans une nappe pour après que le mec puisse voir la fille. Enfin, c'est vraiment bien réfléchi, bien écrit, quoi. C'est très, très bien rodé. Je pense que c'est quasiment son mieux classé dans cette liste-là. Il y aura peut-être Sherlock Junior, mais il faudrait que je le revoie aussi, qui a utilisé des effets optiques. Là, c'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus réaliste. J'ai vraiment eu l'impression de voir un mix entre Dunkerque et Mad Max Fury Road, quoi. Enfin, honnêtement, c'est très très proche de ça. N'hésitez pas à le regarder. C'est un film qui vaut vraiment vraiment le coup. En plus, c'est rigolo parce que donc Buster Keaton joue un sudiste et c'est rigolo parce que bah, c'est les perdants. Et je trouve ça toujours marrant d'avoir un film sur un héros de la guerre, mais du camp des perdants, et qui a été fait, tu vois, de manière, enfin après la guerre, quoi. Donc je sais pas, je trouve ça cocasse. Je sais pas pourquoi il a choisi un sudiste. Bah, après, cette guerre aux États-Unis, elle est toujours un peu particulière parce que bah, c'était des Américains qui se battaient entre eux. Donc je sais pas trop comment ils en sont, comment ils pensent, comment le Sud et le Nord se sont réconciliés après la guerre de sécession. Enfin, c'est pas une partie de l'histoire américaine que je connais bien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant que les méchants du film soient finalement les gagnants de l'histoire. Et d'habitude, vu que les gagnants écrivent l'histoire, ça finit par être les gentils. Vous comprenez la nuance que je viens d'apporter. Donc, écoutez, le Mécano de la Générale, je l'ai vu pour ce top et bah, j'ai été extrêmement heureux de redécouvrir, de découvrir ce film en entier. Et parce que je l'avais vraiment vu que des petites parties au fur et à mesure. Et une locomotive, c'est très très facile à conduire. En tout cas, quand tu regardes ce film-là, tu te dis, putain, ça recule et ça avance au doigt et à l'œil. Franchement, tu appuies sur un bouton, limite, ça. Non, non, bah voilà. C'est des poursuites de train, quoi. Une poursuite de train de 1 heure, ça n'arrête jamais. Donc, franchement, foncez-y. C'est sur YouTube, allez le voir. Petite gorgée, c'est pas fou en fait. Je pensais que ce serait désaltérant, mais en fait, c'est un Manhattan avec du whisky, là, c'est un peu trop fort. Je vais peut-être prendre la cerise par contre. Ah putain, mais merde, je suis un boulet, elle est accrochée à un pic. Ça, la cerise confite, elle valait le coup. Alors, numéro 20. Oui, donc numéro 20, je crois que c'est un film dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les films de science-fiction, et c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet dans les rôles principaux, mais il y a aussi un bon casting de rôles secondaires. Il y a Mark Ruffalo, il y a Elijah Wood, il y a Kristen Dunst. Ça raconte l'histoire de Joel Barish, qui est donc interprété par Jim Carrey, qui décide de subir une procédure qui existe dans le monde dans lequel le film se passe, mais qui est très proche de notre monde à nous, où tu peux te faire effacer quelqu'un de ta mémoire. Donc il va se faire effacer Clémentine, qui a un nom imprononçable, un nom de famille, c'est un nom un peu consonance slave, Krusinski, russe même carrément. Et donc il veut effacer Clémentine Krusinski de sa mémoire parce que Clémentine l'a déjà effacé alors qu'ils étaient en couple et que lui avait l'air d'être heureux en couple. Donc on est sur un film de science-fiction et donc le problème c'est qu'il va se faire effacer la mémoire, mais durant cet effacement de mémoire, il va lutter avec son subconscient, donc on va revenir en arrière dans son histoire d'amour, on va commencer par les souvenirs les plus récents pour partir dans les souvenirs les plus anciens avec cette personne-là. Et le truc, c'est qu'il va revivre cette histoire d'amour à l'envers, et son subconscient va essayer de se défendre contre l'effacement de mémoire, et donc ça va devenir de plus en plus. Voilà, ses souvenirs vont s'étioler au fur et à mesure parce qu'il va lutter, il va essayer de se cacher dans son subconscient. Donc au fur et à mesure qu'on va revenir en arrière dans ses souvenirs, lui, il va lutter, et donc les souvenirs vont devenir de plus en plus étranges et altérés. Donc c'est un film qui est réalisé par Michel Gondry, qui pour moi est au summum de son art à ce moment-là, franchement. Il est au top de son game sur ce film-là. Pour moi, c'est clairement son meilleur film et ce sera le sommet de sa carrière. Je trouve qu'après, il n'a jamais réussi à récidiver un film aussi
bien foutu que celui-là. Alors déjà, c'est un film qui est écrit par Charlie Kaufman, qui est un auteur qui, pour moi, a un esprit qui peut parfaitement convenir à un réalisateur comme Michel Gondry. Donc c'est lui qui avait écrit Being John Malkovich, dans la peau de John Malkovich, un mec qui a souvent des idées totalement barrées et qui paraissent incompréhensibles et vraiment mais infaisables. Et au final, quand tu regardes les films, c'est toujours hyper limpide et super clair, alors que c'est totalement mais starbé comme concept, quoi. C'est aussi lui qui a fait Anomalisa, il a fait Adaptation. C'est vraiment un mec qui joue sur le rapport avec l'esprit, la perturbance de l'esprit, le fait qu'on peut se perdre dans notre cerveau, un peu la folie. Enfin, il y a beaucoup de rapports dans son écriture qui laissent suggérer plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de dimension au sein d'un même film, tout en étant toujours ancré dans un monde hyper réaliste. Et c'est ça que je trouve assez fascinant dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est qu'on est vraiment sur un film de science-fiction, parce que ça exploite un vrai procédé de science-fiction, le côté on va effacer la mémoire des gens, et ça, c'est dans le quotidien du monde. Et donc qu'est-ce que ça a créé dans un monde de pouvoir effacer quelqu'un de sa mémoire, qu'est-ce que ça implique sur la manière dont on vit, sur les rapports qu'on a avec les gens, enfin les histoires d'amour qu'on vit, tout ça est impacté par cette technologie-là, mais on reste dans un monde qui est hyper terre-à-terre, hyper quotidien, hyper vraiment normal, on a l'impression d'être chez nous, dans le monde de tous les jours, mais on va suivre de manière intimiste donc cette histoire d'amour. Alors c'est réalisé, donc, comme je disais, par Michel Gondry, qui pour moi fait vraiment des miracles dans ce film-là. Alors, déjà avec les comédiens, il a un casting de fou, c'est un peu... Enfin, Jim Carrey porte le film, je crois qu'il était producteur et c'est vraiment lui qui a porté le projet. Mais déjà, il est au summum de son talent, on va dire, mélancolique dans ce film-là, Jim Carrey. C'est-à-dire qu'il joue le Jim Carrey post The Majestic, un peu, la post-Truman Show, le Jim Carrey qui essaye de plus trop être en mode guignol, mais d'être plus dans une forme d'être attachant, d'être touchant. Et il est magnifique. Alors, il était en dépression apparemment pendant un peu avant le film. Et c'est drôle parce que je crois qu'à un moment, il a rencontré Michel Gondry pour le film. Et donc, Michel Gondry lui dit donc ça va toi? Et lui il fait ah non, je suis en pleine dépression et tout. Et Michel Gondry lui fait genre s'il te plaît, reste en dépression jusqu'au film. Ça va être génial. Genre en mode j'ai besoin de toi un peu déprimé. Et il arrive à l'exploiter de manière extraordinaire. Et après, en face, il y a quand même Kate Winslet qui joue un rôle très intéressant. Ça ne veut rien dire intéressant, mais qui joue un rôle que je trouve assez fascinant parce que tu comprends totalement la démarche du personnage qui est à la fois, peut paraître horrible, quoi, d'effacer quelqu'un de sa mémoire, mais le truc c'est qu'elle n'en devient pas antipathique, alors qu'avec un geste comme ça, elle aurait pu l'être, mais parce que tu comprends, tu cernes très très vite grâce à l'interprétation de Kate Winslet, qui est ce personnage. C'est un personnage qui est un frivole, c'est un peu ce qu'on a un peu cliché, le côté esprit libre, que tu ne peux jamais, que tu as besoin on va dire, de divertir quotidiennement, de surprendre. Voilà, il y a la musique des chariots de feu derrière moi, je ne sais pas si vous l'entendez. Et donc voilà, c'est quelqu'un que tu ne peux pas, on va dire, t'installer dans un train-train quotidien avec cette personne-là parce que ça va mal se passer. Et c'est un peu le problème de Joel Barish, interprété par Jim Carrey dans le film, c'est que lui, c'est quelqu'un d'un peu, on va dire, plan-plan, quoi. Et donc il finit par... alors ils s'aiment, il y a l'amour, mais peut-être que Joel Barish, il est trop plan-plan pour elle, et c'est un peu ce que le film finit par raconter. Et je trouve que Kate Winslet arrive totalement à porter on va dire, cette vibe, ce personnage de Clémentine, où dès le départ, tu vois que c'est quelqu'un d'imprévisible qui a besoin d'un peu plus que juste un mec bien, quoi. Et donc c'est assez intéressant là-dessus, quoi. Et au-delà de la direction d'acteur, je trouve que Michel Gondry fait un super taf dans tout ce qu'il est vraiment, dans ce dans quoi il excelle, c'est la reconstitution de différents états, de côté fantasmagorique. Il a vraiment une mise en scène qui est quelqu'un d'extrêmement rêveur. On sent qu'il y a de l'imaginatif, mais un imaginatif qui est différent de ce que... Voilà, c'est un imaginatif qui est plein de trouvailles visuelles pour exprimer plein de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont, par exemple, de l'ordre des transitions pour justement créer ce côté les plus souvenirs. On s'enfonce dans un subconscient qui est un peu balbutiant, où les choses se dissipent et deviennent un peu friables. Et je trouve que justement, il a beaucoup d'astuces là-dessus. Donc, par exemple, moi, il y a une astuce que je trouve magnifique. Donc, pour montrer un peu le monde qui devient illogique, qui devient paradoxal, il y a Joel Barish qui donc marche dans une rue. Et il marche dans une rue et il arrive au bout de la rue. Et en fait, le bout de la rue, c'est le début de la rue dans lequel il était, quoi. Enfin, il y a ce côté où d'un coup il traverse une rue, il se rend compte qu'il est au même endroit que là où il est parti, mais c'est en un seul plan. Enfin, c'est hyper bien foutu. Et il a utilisé une technique qui est assez simple quand il pense, parce que c'est l'intérêt de Michel Gondry, c'est qu'il c'est un mec, il a vraiment des trouvailles pour créer des effets de manière très simple, juste par des effets optiques, des effets techniques. Et là, en fait, il a juste fait aller Jim Carrey dans un sens dans une rue, et à milieu de la rue, il lui a demandé de faire marche arrière, enfin de se retourner et d'aller dans l'autre sens. Ils ont fait une espèce de coupe derrière un poteau, et il a retourné l'image sur la deuxième partie de la vidéo, ce qui fait que tu as l'impression qu'il marche toujours dans le même sens, alors qu'en fait, il a juste fait comme ça. Tu vois, et tu as l'impression qu'il fait ça, donc il se retrouve évidemment à son point de départ, vu qu'il y retourne réellement, mais dans le film, tu fais, ouais, putain, c'est super bien foutu, quoi. En plus, après, il a réussi à faire en sorte que les devantures de magasins soient retournées, après, il les a remis dans l'autre sens, enfin, parce qu'il fait plusieurs allers-retours. Enfin, cette séquence est géniale et c'est vraiment
de l'ingéniosité, quoi. Rien que ça, il y a des effets optiques pour faire des fermetures de diaphragme, ouvertures quand ils s'enfoncent dans le noir, il y a des transitions magnifiques. Enfin, le film est bourré d'idées de mise en scène pour justement réussir à te plonger au cœur de quelqu'un qui plonge dans le subconscient, quoi, qui est dans sa tête et qui est en train de s'effacer, donc ça part vraiment en cacahuète. Il y a une séquence par exemple où il va se planquer dans des souvenirs d'enfance, là où supposément la machine n'irait pas le chercher pour lui effacer ses souvenirs, et donc on se retrouve avec un Jim Carrey enfant, un peu à la manière de Ant-Man 2, là où il y a une séquence où il se retrouve à la taille d'un enfant, et ben c'est un peu le même principe, et c'est super bien foutu, et ça a été fait en 2004, hein, donc tu vois, et ça n'a pas du tout pris un coup de vieux, quoi. Donc voilà, Michel Gondry, c'est un réalisateur que honnêtement j'adore. Et après ce film, je me disais qu'il allait faire que des chefs-d'œuvre. Et à part Soyez sympa, rembobiné et The Wee and the High, qui est un film très intéressant si vous l'avez jamais vu, qui se passe juste dans un bus avec des ados qui parlent et il n'y a rien d'autre. Enfin, moi j'adore ce film. Mais le reste, par exemple ce qu'il a fait en France, je trouve ça franchement horrible. Moi je déteste La Science des rêves, mais je déteste ce film. J'aime pas du tout l'adaptation de Boris Vian, L'écume des jours. Affreux. Franchement, vachement de mal avec ce film aussi. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec Microbe et Gasoil, qui est certes moins détestable que les deux que j'ai cités avant, mais qui est quand même pas terrible. Enfin, voilà, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux de la part de Michel Gondry. Malheureusement, le mec est arrivé tellement au sommet avec ce film-là, et que bah, depuis, ça fait de la peine, quoi. Parce qu'on aimerait bien le retrouver là-dessus. Enfin, voilà. Tout est bien géré, franchement, l'histoire est parfaite. Le côté, il y a plusieurs temporalités qui se croisent, c'est un côté cyclique parce que le début a un peu un lien avec la fin, enfin je ne veux pas trop en révéler. Il y a des séquences vraiment magnifiques visuellement, par exemple toute cette séquence sur le lac glacé qui est très très beau, cette séquence sur la maison, sur la plage où il y a de la neige et la maison est en train de se désintégrer. Enfin, il y a des idées vraiment dans tous les sens, visuellement c'est colossal et ça reste un film qui est hyper intimiste, hyper simple, très très simple, quoi. Ça aurait pu être un film fait en France, un film français à petit budget, bon voilà, il n'y a pas besoin d'énormément de moyens pour faire des grands films et là c'est vraiment ça, quoi. C'est un très grand film fait avec pas énormément de sous et ça passe super bien, quoi. Donc franchement un gros tour de force ce film qui est triste et poignant, mélancolique. C'est vraiment un vrai film mélancolique qui parle justement de la mélancolie et du rapport qu'on peut avoir avec les souvenirs et la manière dont l'amour reste quand même quelque chose d'ineffable, d'inexplicable, d'éternel et d'infini. Donc c'est un très très beau film. Moi honnêtement, je pense qu'il mérite, dans le top des années 2000 par exemple, si c'était moi qui le faisais, il aurait largement sa place dans le top 10. Bon, une petite gorgée, je ne sais pas si j'en fais un dernier, j'en fais peut-être un dernier, allez. Un dernier avant de changer de position, je veux dire. 19e position, on change de continent, on change de délire, on change de cinéma pour parler de Tout sur ma mère. Donc Tout sur ma mère, réalisé par Pedro Almodovar en 1999, est probablement le film qui a, pour moi, j'ai l'impression que ma génération a découvert Almodovar avec ce film-là, mais en fait c'est une connerie parce qu'il a fait énormément de films super connus avant. En tout cas, c'est probablement le film qui a révélé aux yeux du monde Penélope Cruz. De quoi ça parle? Écoutez, Tout sur ma mère, ça parle de, comment elle s'appelle, Manuela, qui est une mère célibataire, donc qui a un fils qui s'appelle Esteban, qui a 18 ans, ils ont une relation vraiment fusionnelle parce qu'elle l'a élevé seul. Esteban, c'est un mec qui est extrêmement talentueux, il veut devenir écrivain, il est extrêmement sensible, et surtout, il n'a jamais connu son père, et il aimerait beaucoup en savoir qui est son père, enfin, entendre parler de son père, et Manuela n'a jamais accepté de lui en parler. Et le soir de son anniversaire, Manuela vient avec lui regarder une pièce de théâtre, un tramway nommé Désir qui joue donc à Madrid. Et malheureusement, en essayant d'avoir un autographe de l'actrice qui joue le rôle principal d'un tramway nommé Désir, Esteban a un accident, se prend un camion et meurt. Et donc Manuela va aller à Barcelone sur les traces du père de Esteban pour lui apprendre la mort de son fils qu'il n'a jamais connu. Donc c'est un film extrêmement triste qui aborde des sujets vraiment dur, vraiment pas facile, des sujets très difficiles, mais de manière extrêmement gaie. Donc c'est assez paradoxal, et c'est ça la force du film, c'est que c'est un film qui va brasser des sujets très très rudes. Voilà, donc le film commence sur la mort d'un enfant, quoi, donc rien que ça, très difficile. Enfin, Esteban a 18 ans, mais ça reste un enfant. Et pourtant, le film arrive quand même à te faire sourire beaucoup de fois, voilà, parce que Manuela, dans son périple à Barcelone, elle va croiser une galerie de personnages qui vont la suivre dans son parcours. C'est un peu des marginaux tous. C'est-à-dire que voilà, c'est la force d'Almodovar, c'est de réussir à te plonger dans un milieu à Barcelone que tu n'aurais jamais connu, qui t'est pas du tout familier, vraiment. C'est le milieu un peu des transgenres, des travestis, des prostituées un peu marginales de Barcelone. Donc un milieu assez, on va dire, lointain pour beaucoup de gens, mais de te le rendre extrêmement familier, extrêmement proche, extrêmement quotidien, quoi. Donc tu te mets à vivre avec ces gens-là, tu suis le parcours de Manuela et ça devient tes amis, quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté, il arrive à générer cet esprit
de groupe, cet esprit de camaraderie entre des gens qui apprennent à se connaître et qui finissent par essayer de prendre soin des uns des autres. Et c'est quelque chose qui est assez magistral dans sa filmo, enfin en tout cas dans ce film-là. Moi, c'est pas du tout mon Almodovar préféré. C'est un Almodovar que je revois assez souvent, que je revois au moins tous les 3-4 ans, tous les 5 ans, parce que je me dis que au fur et à mesure, plus je le revois à différentes époques de ma vie, plus je vais en capter des choses différentes. Et parce que c'est vraiment un film qui brasse énormément de sujets. Ça parle du sida, donc ça parle donc du deuil, de la paternité, de la maternité, enfin de l'amitié, du rapport au corps, de qui on est, du rapport à la mort, de l'amour, du sacrifice, enfin énormément de sujets quoi. Et je pense qu'à chaque période de ta vie où tu vas revoir ce film, des choses différentes vont te taper comme ça et te prendre. Donc je l'ai revu récemment aussi, encore une fois, pour faire cette liste. Et voilà, c'est un film qui déjà se regarde avec énormément de plaisir parce que c'est vraiment bien fait. Il y a toute l'imagerie d'Almodovar, ce côté très coloré, chaleureux. Les personnages jouent tous bien, les comédiens sont tous excellents. Il y en a même une qui joue donc un transgenre, Grado, là, qui j'ai appris en regardant, en faisant des petites recherches sur le film, que c'était une comédienne. Alors que moi, enfin, je pensais vraiment que c'était un transgenre, que c'était un mec qui s'était fait greffer des nichons, tellement c'était bien foutu, quoi. La fille joue vraiment super bien son rôle. Voilà, donc il y a une galerie de personnages qui est hyper bien interprétée par tout le monde. Il n'y a personne qui dénote dans le délire. Et en fait, c'est vraiment un film bourré d'humanité, quoi. Et il arrive à te faire apprécier tous ces personnages, aussi différents soient-ils. Donc ça, c'est vraiment une prouesse. Après, moi, c'est vrai que c'est pas le Almodovar que je trouve le plus abordable dans ses récents. On va dire dans la période post Tout sur ma mère, quoi. Donc il y a Parle avec elle, il y a Mauvaise éducation, il y a Volver. Je trouve que c'est les trois que je viens de citer. Il y en a d'autres, hein, mais c'est pour moi les trois sont plus abordables parce qu'ils jouent plus sur des registres un peu d'enquête, sur des registres de thriller. Voilà, c'est peut-être plus efficace. Ça accroche un peu plus le spectateur plus facilement. Là où tu es sur ma mère, c'est vrai que c'est un vrai parcours humain d'un personnage. Donc c'est un film qui est à la fois hyper rude, dur et qui traite vraiment de sujets difficiles, mais qui est bourré d'optimisme aussi. Donc c'est un film qui fait du bien tout en brassant des problématiques compliquées. Donc c'est vraiment, je pense que c'est pour ça qu'il est aussi bien connu, aussi bien réputé, parce que c'est très difficile de faire un film sans tomber dans le pathos, sans tomber dans le tire-larme. Il est vraiment sur un fil qui est hyper délicat à tenir et à rester, on va dire, élégant quand tu fais ce genre de film, mais pas tomber dans quelque chose de niais. Et il est vraiment, il y arrive parfaitement, quoi. Donc c'est assez probant. Et il y a des références donc à Un train de nommé désir et au film Tout sur Eve, je crois, All About Eve, qu'il faudrait que je voie parce que ça a l'air d'être assez important dans le film et j'ai jamais vu All About Eve. Donc c'est un manque que j'ai qu'il faudrait que je comble et ce film m'a donné envie de voir ce film. Et il y a aussi un truc que je voulais préciser que je trouve assez intéressant. Moi j'adore quand il y a des personnages qui sont on va dire, évoqués pendant un film et que tu sens monter la sauce sur un personnage. Et donc là, tu as le personnage du père d'Esteban, donc qui s'appelle Lola. Donc bon, je ne vais pas vous spoiler grand-chose, enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a tout un passé bizarre, parce que le personnage, fatalement, c'est un homme, vu qu'il a donné, c'est le père, mais à la fois, on sent que c'est devenu un transgenre, voilà, c'est quelqu'un, on comprend pas trop le magnétisme qu'il peut avoir parce qu'il a quand même, il a quand même transmis. Je vais un peu vous spoiler le truc, mais c'est pas des révélations en mode des twists qui gâchent le film justement. Mais allez, vous voyez-le en tout cas. Oui, voilà, donc le personnage de Penelope Cruz malheureusement a le sida alors qu'elle était vierge et elle a couché une seule fois avec quelqu'un qui est donc cette Lula en question. Donc tu te dis, en plus c'est quelqu'un Penelope Cruz, elle joue quelqu'un qui bosse dans une association caritative, enfin les associations sociales, qui a l'air d'être très prude, qui vient d'une famille un peu conservatrice. Voilà, il y a aussi tout un rapport sur Alzheimer qui est très intéressant dans le film, énormément de thématiques. Mais bref, donc Penelope Cruz, elle joue quelqu'un qui est assez, on va dire, innocente, et elle se retrouve à avoir le sida, à avoir couché avec un transgenre, quoi. Donc tu te dis, c'est quand même, putain, c'est difficile à croire, quoi. Enfin, quand le transgenre apparaît, quand Lola apparaît, tu vas te dire, mais ouais, faut que la personne en impose, quoi. Et il y arrive, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand le personnage apparaît, tu comprends tout ce magnétisme, le charisme qu'il dégage. Donc, tu comprends pourquoi ce personnage a réussi à effectuer les actions qu'il a fait sur les autres personnages et pourquoi il dégage une telle fascination auprès de tous les personnages du film. Enfin, il y a vraiment, et j'adore dans un film quand un personnage est monté, quand on fait monter un peu les heures en neige sur un personnage et que quand il arrive, le soufflet ne s'effondre pas, quoi. Et que tu arrives à y croire jusqu'au bout et que vraiment le charisme est là et cet acteur qui a une fiche IMDb assez réduite, qui s'appelle Tony Canto. Extraordinaire, il dégage un truc, mais tout de suite, ça en impose immédiatement, quoi. Voilà, donc écoutez, on va passer au film d'après, mais je vais changer de décor, je vais changer de jour, ce sera un autre jour, bref, ce sera une autre critique masquée qui va continuer cette liste. Et donc, chose promise, chose due, j'ai changé de place, j'ai changé de chemise et j'ai changé de cocktail. Je suis avec un spritz, c'est beaucoup plus facile à boire
que le Manhattan. Ouais, c'est vraiment désaltérant, moi, le spritz. Donc, on était au numéro 18, et donc numéro 18, Die Hard. Donc, Die Hard réalisé en 1988 par John McTiernan, produit par Joel Silver, avec donc Bruce Willis dans le rôle de John McClane. Alors rapidement, pitchons le film. Écoutez, c'est l'histoire donc de John McClane qui va retrouver sa femme à Los Angeles avec qui il est en froid. Et donc sa femme bosse dans une grande entreprise qui s'appelle Nakatomi Corporation. Et donc elle a une fête de Noël à la Nakatomi Plaza. Donc il va la voir pour passer les fêtes de Noël avec elle et essayer de la reconquérir. Et le problème, c'est qu'il y a des terroristes slash braqueurs qui prennent tout le monde en otage dans la tour, sauf John McClane qui, en étant un flic de New York, va être un peu le grain de sable qui va faire foirer les rouages de ce braquage parfait de Hans Gruber, le méchant. Et voilà, donc c'est un peu l'homme seul contre toute une fratrie d'hommes qui va un à un foutre le bordel et se foutre de leur gueule aussi, tout en les tuant. Voilà, donc ça c'est Die Hard. Écoutez, grand film d'action, peut-être un des plus grands films d'action de tous les temps. Je pense qu'il doit être aisément dans le top 10 des plus grands films d'action de tous les temps. Moi, ça fait partie de ces films où personnellement j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ce film-là est ce qu'il est en fait. Parce que c'est un film culte, c'est un film que tout le monde... dont on en parle avec vraiment une espèce de respect total, quoi, parce qu'à la fois, quand tu le vois, il y a quelque chose d'hyper simple et d'évident, en fait. Et en fait, c'est cette évidence-là qui fait que ce film est si connu et si réputé, je pense, et ce qu'il est. C'est parce que c'est un film d'action qui est très efficace, quoi, qui est vraiment... il n'y a rien qui dépasse, quoi. C'est quasiment parfait en termes de partition de film, quoi. Enfin, tout est vraiment bien foutu dans ce film et c'est un film d'action qui est à la fois en termes d'action magistral, et je vais en parler un peu après, à la fois c'est un vrai film humain avec des personnages hyper forts et une vraie histoire d'amour qui aussi fait qu'on peut s'attacher à ce personnage de John McClane, et donc ça c'est un des éléments qui font que le film est devenu ce qu'il est, et voilà. Et il y a aussi tout un propos politique et social derrière qui est beaucoup plus, on va dire, important que ce que le film pourrait laisser paraître à première vue, quoi. Donc pour rapidement raconter la jeunesse de Die Hard, Die Hard en fait à la base c'est compliqué, c'est adapté d'un scénario d'un livre qui est en fait un livre qui fait suite à un livre qui avait été adapté dans les années 60 avec Frank Sinatra dans le rôle du personnage principal qui s'appelait à l'époque John Leland. Le film s'appelle Le Détective, et donc en fait l'auteur, en voyant La Tour Infernale, s'est dit mais il faut trop que je fasse une suite à ce personnage-là dans une tour. Et donc il a écrit une histoire qui est très similaire à Die Hard, qui s'appelle, je crois, j'ai oublié le titre original du livre, autant pour moi, mais ça ressemblait un peu à un titre à la James Bond là. Et en fait il a écrit l'équivalent de Die Hard avec un personnage, donc John Leland, qui va rejoindre sa fille à Los Angeles, et il va y avoir donc un groupe terroriste qui va prendre en otage les gens. Et les péripéties sont vraiment très très proches. Enfin, il y a vraiment d'énormes similitudes avec quand même des choses qui différaient. Par exemple, dans le livre, je crois que la fille meurt à la fin. Et donc, le scénario, c'est devenu plus ou moins un scénario. Le truc, c'est que Sinatra n'a jamais voulu faire le film parce qu'il était trop vieux pour ces conneries. Et donc, de fil en aiguille, c'est passé dans les mains de Joel Silver, qui est le producteur, qui était vraiment en mode testostérone à donf dans les années 80, en mode vraiment, il faut faire des films qui balancent, qui pètent, quoi, des films comme Commando, comme Predator. Et ça va être réécrit par plusieurs personnes, dont par exemple De Souza. Alors, c'est le scénariste d'avant, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Jeb Stewart. Oui, ça doit être Jeb Stewart qui a mis en place le fait qu'on change la fille par la femme. Alors, ça vient d'une anecdote personnelle où il s'engueulait avec sa femme, il a failli mourir et il s'est dit que c'était la chose la plus forte qui existait, c'était le fait qu'un homme d'essayer de ne pas mourir avec le fait d'être en froid avec sa femme, quoi, de réussir à sauver son couple avant de mourir, parce qu'il ne veut pas laisser partir sur ça. Et donc ça va être un peu la trame de Die Hard, on va dire humainement. Et donc ils vont prendre Joel Silver, qui va donc être le producteur, et surtout le réalisateur John McTiernan, qui sort de Predator, grand film d'action dont je vais faire des rétrocritiques très bientôt. Et d'ailleurs il y aura une rétrospective Die Hard aussi sur ma chaîne avant la fin de l'année. Voilà, c'est des petites annonces comme ça. Et donc bref, John McTiernan, il y a énormément de choses qui font que Die Hard est un film... on sent que c'est un film où il a fait ce qu'il voulait, quoi. Et c'est vraiment sur plein de niveaux en fait que John McTiernan a imposé sa patte sur ce film et fait que c'est un grand film. Alors il y a aussi bien dans sa maîtrise du langage cinématographique, c'est que c'est un film très simple d'ailleurs visuellement, très épuré,
En fait, il a vraiment réussi il n'y a pas d'effet particulier, mais justement, dans sa mise en scène, il y a une forme de simplicité qui s'en dégage et donc de lisibilité totale. Enfin, c'est la mise en scène d'action la plus efficace que je connais à l'heure actuelle. Enfin, vraiment, c'est un film où tu comprends la géographie des lieux tout le temps. Tu t'es jamais perdu alors que tu es dans une tour avec des couloirs et des bureaux. Ça pourrait être impersonnel au possible. Et en quelques scènes, il arrive à te faire comprendre la géographie, la topographie des lieux. C'est quelque chose qui n'est pas évident en mise en scène. Et là, je serais quasiment capable de vous dessiner les étages du Nakatomi Plaza après avoir vu le film, tellement le film est limpide là-dessus. Ce qui fait que tu n'es jamais perdu. Et c'est quelque chose, déjà, c'est un souci en moins dans un film d'action. Quand tu te demandes où sont les personnages, où se passe l'action, comment les personnages bougent, et ben, tu n'as pas ce problème-là dans Die Hard. Et ça, c'est très très fort par plein de petites astuces de mise en scène, par plein d'astuces de déco aussi. Voilà, il y a vraiment une maîtrise de la topographie des lieux. Et ça, c'est quand même le premier truc qui est hyper intéressant dans ce film. Après, c'est aussi, ça marche aussi dans le découpage, dans le fait que quand les gens se tirent dessus, tu sais exactement où ils sont par rapport à la personne sur laquelle ils tirent. Et donc, c'est très simple. Il n'y a jamais de fioriture, quoi. C'est vraiment un film qui ne dépasse pas en termes de mise en scène. Mais bon, bah, ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire qu'il y a aussi, par exemple, très peu d'inserts. C'est un film où il arrive à toujours lier les informations qu'il veut donner dans les plans avec quelque chose qui va continuer. Par exemple, moi j'ai en tête les amorces sur les plans qui débutent sur les maquettes et après on part sur une conversation. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir John McClane qui rentre dans une pièce, qui regarde une maquette, insère sur la maquette, ou c'est peut-être John McClane ou c'est peut-être Hans Gruber, je ne sais plus exactement. Bref, qui regarde la maquette, un plan sur la maquette, plan sur Hans Gruber qui est fini de regarder et plan sur le mec d'en face, donc Nakatomi qui lui parle. Je ne sais plus comment il s'appelle le méchant japonais là. Il s'appelle Takagi. Voilà. Donc Takagi qui lui parle. Et en fait, là, tout est lié quasiment pas en un plan, mais c'est-à-dire qu'on commence sur la maquette, on remonte sur Hans Gruber, et après on a Takagi. Enfin, tu vois, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne, et il y a une forme vraiment de limpidité qui s'en dégage qui est extraordinaire. Et après, il y a aussi tout ce que je disais, c'est que c'est le personnage de John McClane, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que je pense que Bruce Willis a énormément apporté à ce rôle dans son interprétation, mais à l'époque, c'était pas une star, donc je pense qu'il a vraiment. Il n'a pas imposé, on va dire, il a peut-être imposé un style, parce que lui, voilà, il voulait par exemple jouer sur l'humour beaucoup, parce qu'il avait fait un stage avec des policiers pour préparer le rôle et qu'il s'était rendu compte que dans les situations les plus dramatiques, les mecs blaguaient beaucoup, justement pour dédramatiser la vie difficile que ça peut être d'être dans les brigades de nuit, par exemple, de police à New York, ce genre de choses. Donc il a apporté ce côté humoristique, mais il y a un côté, on va dire, un regard en décalage total avec le monde dans lequel il est, de John McClane. C'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment Monsieur Tout le Monde. Et ça, je pense que c'est vraiment McTiernan et le scénario qui l'a vraiment apporté, parce qu'il y a vraiment ce côté. John McClane, c'est vraiment le personnage de film d'action de l'époque le plus, on va dire, auquel tu peux le plus t'identifier en tant que spectateur lambda, quoi. C'est un mec qui est pas bodybuildé, c'est pas Schwarzenegger, c'est pas Stallone. Et à l'époque, on est en plein dans les années 80, fin des années 80, où c'est mais Rocky, Rambo, Commando, Predator, enfin vous voyez, en Testostérone Land, il n'y a que des trucs comme ça. Il y a l'Arme Fatale qui débarque un peu et ça redevient un peu là-dessus, on revient un peu sur autre chose. Mais bon, voilà, John McClane, c'est un mec qui n'est pas musclé spécialement, c'est juste Monsieur Tout le Monde. Il est en Marcel Blanc, il n'a pas de chaussures, quoi. Il va en chier sévère. Et c'est ça aussi, c'est que le mec va souffrir, il va être à deux doigts de crever tout le film et on va avoir peur pour lui, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un surhomme, on est face à un mec qui est un mec bien, qui est vraiment un mec qui va réussir à se défoncer pour sauver sa femme et pour réussir à faire quelque chose de bien, mais c'est pas un surhomme du tout. Et c'est ça qui est fort, c'est que le mec souffre, il va avoir les pieds en sang parce qu'il va être pieds nus, il va se prendre des balles, il va se prendre une balle dans l'épaule, je crois. Enfin, voilà, il va vraiment en chier, il va faire des erreurs, il va avoir confiance en des gens à qui il devrait pas. Enfin, voilà, il va vraiment en chier comme un mec de tous les jours. Et en plus de ça, c'est que c'est un mec vraiment du peuple, John McClane. C'est qu'il n'est pas en dehors de nous. Enfin voilà, le mec il débarque à l'aéroport, on lui amène une limousine et le mec il monte devant avec le chauffeur parce que pour lui c'est comme ça qu'on monte dans une voiture. Il y a deux places à l'avant, on remplit les deux places à l'avant avant de monter à l'arrière, quoi. Et ben voilà, c'est ça John McClane. Et ça, je pense que c'est vraiment ce côté de McTiernan, qui est un mec, je pense que McTiernan vient de New York, si je ne veux pas me planter. Voilà, McTiernan vient de New York, je viens de vérifier. Et donc voilà, on sent que c'est le mec de New York qui débarque à Los Angeles, qui est un peu une cité. En plus, il y a le parallèle avec Hollywood, hein, Los Angeles, qui débarque donc à Los Angeles et qui ne connaît pas les codes et les usages et qui vraiment observe ce monde-là comme un monde étrange, quoi, un monde rempli de gens qui jouent un peu des rôles. Alors il y a beaucoup ce film est hyper dense parce que voilà, il y a la vision de McTiernan qui vient se superposer sur tout le film parce qu'il y a tout un rapport avec le songe d'une nuit d'été de Shakespeare où le film, en fait, McTiernan a un peu retravaillé le scénario avec les scénaristes en s'inspirant du songe d'une nuit d'été avec ce côté où tout se passe pendant une nuit et que c'est une espèce de, je crois que la pièce, je la connais pas bien, excusez-moi la pièce, mais je crois qu'il y a un rapport avec
des gens qui mettent des masques et le fait que les identités que tout se passe pendant une nuit, qu'à la fin tout redevient un peu comme avant. Enfin, bon, je n'ai pas envie de dire des conneries sur le songe d'une nuit d'été, mais en tout cas, je sais qu'il a travaillé le film avec ça en tête. Et donc, je pense que si on lit une songe d'une nuit d'été et Die Hard, il y a énormément de similitudes qui en sortent, mais c'est vraiment ce côté être un personnage et observer ce monde-là d'une manière perplexe, quoi. Vraiment, il est perplexe de tout. Il débarque dans la tour, tout le surprend, tout est étrange, quoi. Paraît faux un peu pour John McClane. Et ça, je trouve ça hyper fort, le côté. Et en fait, c'est aussi un message que j'adore. Et là, j'ai une vidéo qui est écrite et qui va bientôt être sur ma chaîne sur justement Die Hard, parce que c'est vraiment un film qui parle de la lutte des classes, en fait. C'est vraiment un film qui parle d'un mec qui va sauver sa femme de l'enfer du capitalisme. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, Die Hard. En plus d'être une histoire d'amour, d'être un film d'action efficace avec un méchant super, c'est un film qui a un vrai propos social, un propos de prolo qui est génialissime. Et donc, je ferai une vidéo, je ne vais pas plus m'attarder dessus dans cette vidéo, mais c'est vraiment quand vous... Enfin, je vous dis, vous verrez ma vidéo et vous comprendrez, c'est vraiment extraordinaire de voir le film par ce prisme-là. Et ça, je pense que c'est à la fois de Sousa, le scénariste, et McTiernan qui apporte vraiment ce sous-texte hyper dense, mais à la fois qui ne vient pas du tout parasiter le film, qui reste un film d'action hyper efficace, notamment parce qu'il y a des personnages géniaux. Donc il y a John McClane qui est donc parfait avec cette interprétation de Bruce Willis qui fait des vannes tout le temps et qui est vraiment génialissime. Il y a aussi le personnage de sa femme qui est très, très bien joué, mais vraiment il y a vraiment une alchimie parfaite. Même le méchant qui est très bien, Takagi, je l'ai dit le méchant alors que c'est pas vraiment le méchant, c'est Hans Gruber le méchant, mais il est méchant, vous verrez ma vidéo, bref. Et Hans Gruber qui est donc joué par Alan Rickman, le regretté ancien rogue de Harry Potter, qui est un méchant mais hyper charismatique, qui tout de suite en impose, qui a ce flegme européen, qui est là, qui est au-dessus de la mêlée, qui a cette espèce de fausse perception, parce que ça qui est génial, c'est que tout le monde le voit comme un terroriste, et lui, il en joue, mais à la fois, il en joue d'une manière un peu ludique, où ça l'amuse en fait qu'on le prenne pour un terroriste, alors que c'est un braqueur en fait. Et enfin voilà, donc c'est vraiment un grand film. Je comprends, moi j'aimais plus le 2 quand j'étais jeune. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je regardais le 2 très souvent, et c'était ça Die Hard pour moi. 58 minutes pour vivre, quoi. J'avais beaucoup de mal avec le 3 et le 1, je l'avais vu quelques fois, mais il m'avait jamais plus marqué que ça. Et en replongeant dans la rétrospective que je prépare pour cette saga et en revoyant tous les épisodes, je me rends compte comment le 1 est vraiment un film où il n'y a rien qui dépasse. C'est quasiment c'est vraiment une partition de l'ordre de la perfection. Enfin, il n'y a rien qui dénote. Il y a zéro problème avec ce film. Et il y a Al Powell aussi qui est génial. Et il y a tout un rapport avec l'autorité. Enfin bref, les figures autoritaires du film sont toutes à mettre à la poubelle. Enfin, c'est un grand film avec beaucoup de sous-textes. Mais vu que j'ai une vidéo là-dessus et une rétrospective qui va débarquer, je ne vais pas plus vous emmerder avec ça sur cette vidéo. Et donc on va passer au film suivant. 17e position, La vie des autres, Das Leben der anderen, je ne sais pas prononcer l'allemand, donc réalisé en 2006 par, alors là accrochez-vous, Florian Henkel van Donnersmarck. Ah, ça va, c'était pas si pire. Et donc qui raconte l'histoire, alors dans 1984, dans le Berlin de l'Est, donc de l'Europe de l'Est, donc sous régime de la Stasi, enfin plus ou moins, bref, un agent de la Stasi, donc de la police secrète, est chargé de surveiller un écrivain et sa maîtresse qui est actrice. Et voilà, et donc il est là, il est dans le toit de l'appartement, et donc il peut écouter ce qui se passe dans l'appart du mec. Et au fur et à mesure de son écoute, sa perception de son boulot, de son état, de ce que l'état lui demande de faire, et de la perception de la liberté, enfin bref, du monde, va un peu évoluer au contact de cet écrivain qui va peut-être faire des choses illégales, et peut-être que il va y avoir une relation qui va s'installer entre les deux sans que jamais vraiment ils interagissent. Et donc j'ai pas envie de spoiler le film, mais à la fois je pense que c'est un film qu'il faut voir. C'est un film qui a eu l'Oscar, je crois, du meilleur film étranger en 2006. Je l'ai revu il y a vraiment pas longtemps justement pour cette vidéo, et en fait je pense que ce qui me marque le plus dans ce film, c'est vraiment déjà sa capacité à reconstituer une époque, à reconstituer une espèce un mécanisme, quoi. Comment faire dans le film tu comprends totalement comment cet État marchait, quoi. Comment l'Allemagne de l'Est fonctionnait et comment en fait c'était implacable. Tu pouvais rien y faire. En une demi-heure, ils t'installaient des micros dans tout un appartement, tu savais pas comment. Ils avaient juste besoin de 2 personnes pour t'écouter H24. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait tu te rends compte qu'avec très peu de moyens, ils arrivent à surveiller beaucoup de monde. Bon, même si 2 personnes pour surveiller une personne, c'est vrai, mais dès que tu as quelqu'un un risque, dès que tu as un problème, tout de suite, pof, en fait, tu comprends que c'était vraiment, tu pouvais pas
pouvais rien faire, quoi. Tu pouvais rien faire, tu étais bloqué. Et il y a des scènes très intéressantes où justement, cette, ce sentiment-là, en fait, il vient s'initier même jusque chez les gens qui travaillent pour le gouvernement dans la Stasi, quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse scène où il y a un mec qui raconte une blague sur, je crois, le chef de un des hauts gradés de la Stasi, qui est très drôle sur le soleil, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et où le mec, donc il dit la blague, le mec éclate de rire, et après, son interlocuteur, qui est donc quelqu'un qui est gradé plus haut que lui, il éclate de rire, et après, il change de ton tout de suite en lui faisant croire qu'il perd son boulot, quoi. Et, euh, et en fait, il fait non, je rigole et tout. Et en fait, tu te rends compte finalement que si, il est mis au placard et tout. Enfin, tu vois, il y a un côté vraiment horrible où tu as une espèce de. Tout le monde est sous pression, quoi. Tout le monde est sous pression dans ce film. Enfin, tout le monde est en train de vraiment. T'as un côté claustro, en fait. Ouais, vraiment un côté claustrophobique où chaque personne se sent observée, où tu peux pas faire confiance à qui que ce soit. Enfin, t'as zéro répit, quoi. Et en fait, le personnage principal, qui est un agent de la Stasi, il arrive à vivre dans ce monde-là parce qu'il n'a pas de vie. Parce que c'est un robot, quoi. Enfin, honnêtement, il est quasiment présenté comme ça. C'est limite s'il n'a pas, il a pas que les mêmes chemises dans son placard. Il a un appartement qui est hyper épuré. Il bouffe des boîtes de conserve devant la télé de l'État. Enfin, vraiment, c'est le mec. Sa seule motivation dans la vie, c'est de bien faire son boulot, quoi. Et il est perturbé devoir écouter la vie d'un mec qui est hyper intéressant, qui est vivant, justement, qui est humain, qui écrit pour l'État, qui sort avec une actrice, avec qui il se passe des choses. La meuf, elle va. Enfin voilà, et qui va s'embarquer dans une affaire, il va essayer d'écrire un journal, je crois qu'il fait un manifeste. Enfin, il fait une tribune, justement, où il arrive à faire publier une tribune dans un journal étranger. Et donc, il y a tout un rapport avec cette machine à écrire qui a réussi à écrire. Si cette machine à écrire tombe dans les mains de la Stasi, on sait que c'est lui qui a écrit l'article et donc il est sûr de finir au trou. Et, euh, et c'est vraiment un film qui est en fait juste, quoi. Tu te dis, mais ça devait se passer comme ça. Et les personnages et la fiction qui est dans dans ce contexte historique est géniale parce que tu y crois en fait. Tu te dis que oui, ça a dû se passer comme ça, le contexte global, et en plus cette histoire fictionnelle, tu y crois à mort. Parce que les personnages, ils ont une évolution qui est vraiment de l'ordre de la, ouais, c'est limpide encore une fois. Enfin, il y a un côté vraiment, c'est un ça paraît totalement naturel, quoi, tout ce qui se passe, vraiment. Tu vois, lui, tu le sens qu'il vient de plus en plus. Il a envie de rentrer en contact avec ce mec-là. Il y a une séquence où, à un moment, il va boire une bière et à la femme, et il va lui parler à la femme en lui disant. Je crois qu'il va lui donner un conseil, mais sans dire qui il est. À la fille qui est triste. Enfin, il y a vraiment tout un. Il se met en fait à transpasser. D'un coup, ça le passionne plus que ce qu'il doit faire de son boulot, quoi. Qui est de faire des rapports et qui est le truc, en fait. Une fois que tu t'intéresses à des gens intéressants, tu te rends compte que c'est pourri, quoi, ta vie, en fait. Et c'est ça qui se met à se passer dans ce film, quoi. Alors après, voilà, il y a une mise en scène qui est très efficace, sobre, vraiment. D'ailleurs, le réalisateur, je pense que c'est plus le sujet qui fait le film et les comédiens que malheureusement le réalisateur. Et le réalisateur, il a fait Touriste, le remake de. Je me comprends pas, je crois que c'est le remake du film français là, avec Yvan Attal. Donc c'est le film avec Johnny Depp, The Tourist, qui est donc le remake de Anthony Zimmer, je crois que c'est ça. Peut-être, je peux me planter, mais bon, il a fait un film en 2010 après, et depuis, il n'a plus fait grand-chose. Alors, il est peut-être décédé, parce que je sais que l'acteur est décédé, malheureusement, et lui, il n'est pas du tout décédé. Donc, non, c'est juste qu'il doit faire des pubs ou autre chose. Mais en tout cas, il a un peu arrêté de faire des films. Et voilà. Non, mais après, il y a tout ça, ce rapport aussi. Enfin, tu sens, en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'il arrive à te reconstituer et te montrer à quel point c'était une organisation de merde. Enfin, c'était vraiment un gouvernement de merde, en fait, l'Europe de l'Est, sans être caricatural, en fait. Enfin, tu vois, il y a vraiment une subtilité dans la manière de te faire comprendre à quel point c'était pas quelque chose de positif, quoi. Mais vraiment, sans du tout tomber dans la caricature, quoi. Vraiment pas. Et après, le film est très émouvant dans sa manière de se conclure. Il y a ce côté cyclique, qui est pas cyclique, mais la manière dont ça se termine, c'est assez émouvant, vraiment, parce qu'il y a ce rapport de ces deux personnes qui gravitent, qui s'influencent les uns les autres, tout le film, et la manière dont tout ça se conclut est vraiment une très belle chose, parce que, ouais, il y a vraiment une forme de sacrifice, quoi. Le personnage principal, il effectue vraiment un sacrifice dans le film, et c'est un beau geste, et c'est peut-être en fait. Il y a vraiment un parcours vers l'humanité en fait de ce personnage. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un personnage qui est totalement robotique et qui va accomplir un geste d'une humanité totale, quoi, vraiment d'un altruisme énorme.
quoi, qui est peut-être un des plus beaux gestes qu'un humain peut faire envers un autre, juste bah, par respect de l'art, de l'intelligence, de la vie, quoi, du côté vivant d'un être humain, quoi. Donc c'est vraiment, c'est un beau personnage. Les deux personnages sont vraiment très très beaux et le fait que voilà, comment il reçoit une forme de gratitude grâce à ça, enfin par ça. Suite à ça, c'est vraiment, je trouve ça très beau, très très beau. Je trouve très fort aussi les scènes d'interrogatoire, justement, parce que tu vois à quel point bah, c'était affreux, quoi. Dès que tu tombais dans ces entailles-là, enfin, c'était vraiment, ça n'arrête pas, quoi. Et après, il y a tout un côté, justement, suspense dans le film qui fonctionne vraiment bien, avec des informations qui sont délivrées à une personne, que tu te rends compte qu'en fait, enfin, tout s'escalade vraiment bien jusqu'à vraiment un point d'orgue. Alors, il est un peu facile, ce point-là, malheureusement. C'est vrai que c'est un point qui est un peu. Il y a ce côté, le coup du camion, là, pour ceux qui ont vu le film. C'est un peu un moment où, bon, c'est pas loin c'est pas un Deus Ex Machina, mais c'est un truc qui vient conclure et qui vient simplifier une situation qui devenait un gros sac de nœuds, quoi. Au moins, voilà, ça vient arrêter le truc, quoi. Mais bon, dans le film, ça tombe pas de nulle part non plus, parce que c'est un truc qui peut arriver dans la vie. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être. C'est pas une facilité, mais à la fois c'est un événement un peu extérieur, quoi, qui vient dénouer quelque chose qui était devenu enfin, tu vois, au summum de la tension, quoi. Et sans ça, bah, le film pouvait pas se terminer comme il se termine, quoi. Donc fatalement, il y a un peu un côté, un côté miracle, mais miracle glauque, mais qui existe, qui apparaît quand même dans le film, qui est peut-être pas le point négatif du film, parce que ça reste quand même une bonne. Enfin, je trouve que c'est pas non plus. Ça fait pas que le film est moins bien. Enfin, ça. C'est quoi le terme? Ça gâche pas le film du tout, mais bon, en y réfléchissant, je trouve que à la revoyure du film, ça m'a un peu gêné. Je me suis dit, ah putain, c'est un peu une facilité, quoi. Mais bon, à la fois, il en faut de temps en temps dans les films pour faire que tout bah, ait un sens, quoi. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué que chaque événement de la vie donne du sens. Et là, enfin, voilà, j'ai un peu un problème avec ce camion, mais à la fois, c'est pas un problème qui me pose plus de problèmes que ça, quoi, honnêtement. Non, en plus, c'est un film qui parle aussi de la condition d'artiste dans les régimes totalitaires, et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que le personnage principal, ce qui est génial, c'est que c'est un mec qui ne se sent jamais brimé, parce que c'est un mec, enfin, c'est un écrivain qui écrit des pièces qui sont jouées, et donc il y a vraiment ce côté où lui, il se sent pas. Enfin, au début du film, il est à l'aise dans sa position, et c'est au fur et à mesure du film où, par le biais d'un ancien camarade qui lui a plus le droit d'exercer, qui finit limite en ermite chez lui et tout, qui va doucement prendre conscience qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut et que c'est pas si cool que ça, quoi. Mais c'était vraiment, enfin, je trouve qu'il arrive vraiment à te donner une espèce de vision rapide de comment c'était à l'époque, et ça, franchement, c'est très très fort. Numéro 16, un film, encore une fois, de Billy Wilder, Assurance sur la mort, réalisé en 1944. Donc, Assurance sur la mort, écoutez, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un courtier en assurance qui se retrouve à être embarqué par une femme dans une manigance pour tuer son mari d'une certaine manière qui fait qu'elle gagnerait une énorme prime d'assurance vie. Et voilà, et donc lui, vu qu'il bosse dans un cabinet d'assurance, il va s'embarquer là-dedans. Et en parallèle, il a un collègue, évidemment, qui lui est chargé de vendre les assurances, et son collègue est chargé de vérifier que les paiements sont faits à des choses qui ont vraiment eu lieu et pas des arnaques, justement. Et alors, c'est un film que j'ai découvert en faisant stop, encore une fois. Alors bon, c'est Billy Wilder, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Je trouve qu'il a toujours des scénarios hyper solides. Et là, on est vraiment dans un énorme. Ouais, c'est un scénario original de lui avec d'autres gens, hein, mais il fait partie. Enfin, c'est pas adapté à un roman. Et on est vraiment dans un bon thriller, quoi. Enfin, c'est un film que tu referais un remake aujourd'hui, les gens se diraient putain, mais c'est bien foutu, quoi. Enfin, c'est vraiment ça a la classe comme film en termes d'écriture. Enfin, le film commence par le personnage principal qui débarque genre un peu mouillé dans un bureau et qui chope un espèce de truc pour enregistrer la voix. En plus, c'est 1944, et une rencontre, enfin, de l'époque est de base atypique et rigolote à regarder. Donc c'est rigolo parce qu'il parle dans un espèce de corne pour s'enregistrer. Enfin, c'est super bizarre sa machine. Tu vois, il n'a pas de petit micro aussi simple que moi, quoi. Et il est là, et il parle donc à son collègue. En fait, il enregistre un message pour son collègue. Et il dit tout ce que tu avais raison sur toute la ligne.
tu t'es un peu trompé là-dessus, et je vais tout te raconter. Et donc là, on repart en arrière et il raconte toute l'histoire de cette assurance, quoi. Et en fait, enfin, déjà, le film est bien ficelé parce que le plan est intéressant et que tu as vraiment ce côté étau qui se resserre au fur et à mesure et le personnage qui se met à craquer parce que bah, il côtoie tous les jours un mec qui vient lui dire tu sais quoi, ce coup-là, je pense qu'il y a un problème, je pense que c'est pas. Enfin, tu sais, genre, c'est comme si tu avais tué quelqu'un et que tu avais un mec, tous les jours tu allais au boulot normal et que tu avais un mec qui venait dire tu sais, ce meurtre, il a été fait par un mec et au fur et à mesure des jours, il te décrit toi de plus en plus, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Et ça, c'est là où je veux en venir parce que c'est un des points que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film, c'est comment il arrive à créer en fait un personnage super intelligent, quoi. Enfin, comment tu génères un personnage qui est un, un as dans son taf, quoi. Et donc là, c'est le personnage qui est joué par Edgar Robertson, qui s'appelle Barton Keyes, qui est, euh, qui est donc le mec qui est chargé à chaque fois de débusquer les arnaques aux assurances, enfin les arnaques, quoi. Et qui est un mec qui explique qu'à l'intérieur de lui, il a un little man, un petit bonhomme qui, en fait, il se sent pas bien quand il a vraiment un sixième sens, il arrive à détecter ça, et donc bah, il y a son petit bonhomme à l'intérieur de lui qui lui fait sentir bizarre quand il est face à une escroquerie, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est quasiment un pouvoir magique, quoi. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vu que l'histoire est à rebours et qu'on est du côté du mec qui a manigancé tout le plan, quand tu as un personnage qui débarque et qui vient te raconter le truc, genre, en fait, le meurtre, il s'est passé de cette manière-là. Toi, tu sais comment il s'est passé, tu l'as vu parce que tu es avec le personnage principal qui a effectué le meurtre. Mais quand tu as un personnage qui débarque juste après et qui t'explique exactement ce qui s'est passé, le personnage peut paraître mais tellement intelligent, tellement fort, quoi. Alors que c'est tout con en termes de scénario de faire ça. C'est tout con. C'est vraiment juste le personnage, il débarque et il raconte ce que toi t'as vu parce qu'il a les informations vu que c'est le scénariste qui écrit tout ça. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que dans les films, c'est qu'il y a des fois où on se demande comment créer un personnage de flic qui serait un super flic. Enfin, est-ce qu'il faut être un super scénariste, genre en mode, faut réussir à penser, à être, enfin, tu vois, comment t'écris un personnage de génie, par exemple quand t'es pas un génie, enfin c'est particulier, tu vois. Ben là, ils arrivent vraiment à bien gérer ça juste par ce procédé-là. Du fait que le mec débarque après et te raconte ce qui s'est passé, ce que tu as vécu en live, lui il te le raconte en mode je théorise que ça s'est passé comme ça. Et ça te fait que le personnage, tu es là, tu te dis, putain, il est trop fort, quoi. Enfin, mais c'est génial, quoi. Enfin, parce que, parce que c'est tout con, mais ça fonctionne grave. Après, il est super bien interprété, le mec, il a une gueule de ouf. Il a vraiment cette voix particulière, ce bagou, quoi, tu vois. Il est là à ruminer, toujours avec un cigare qu'il n'arrive jamais à allumer. Il y a tout un jeu justement sur ce. Alors je savais pas, à l'époque, ils ont des allumettes qui s'allument de manière automatique. Genre, il gratte sur n'importe quoi et l'allumette s'allume, quoi. Donc le personnage principal, il n'arrête pas de lui allumer son cigare en grattant une allumette, genre en faisant avec sa main, et ça a été une allumette qui s'allume. On n'a plus ça de notre époque, c'est étrange, hein. C'est dommage. Après, bon, il y a l'histoire d'amour qui est mêlée à ça, mais c'est une histoire d'amour qui est assez moiseuse, et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle est moisie de base. Enfin, tu sens qu'elle est moisie, quoi. C'est quand même une meuf qui a escroque, enfin, qui séduit un mec pour réussir à l'embarquer dans un meurtre contre son mari, tu vois, parce que son mari a une assurance vie qui vaut de la thune. Donc, le mec, il croit, enfin, tu vois, il y a une espèce de. C'est ça qui me fait marrer, c'est que c'est une histoire d'amour où personne n'y croit vraiment, mais à la fois il s'embarque un peu dedans parce que pourquoi pas, quoi, parce qu'il n'a pas du gain. Enfin, c'est un jeu de faux semblants où en fait tout le monde est vraiment pourri, quoi, pourri jusqu'à la moelle. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on est le méchant, quoi. Enfin, vraiment, pour une fois dans un film, on est un gros bâtard. On est le mec qui va planifier de tuer le mari d'une meuf pour se faire du blé. Et on est à la première personne, vraiment. Enfin, on vit le récit par le dire de ce mec-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose tu ferais ça aujourd'hui, ça se fait, hein, tu vois, je dis pas que ça se fait jamais. Mais franchement, c'est pas courant, quoi. Et le mec a rien pour lui, hein, le héros. Enfin, c'est vraiment, il a zéro moment de rédemption, il a zéro truc où il se fait passer pour un mec bien, où il se rachète une conduite. Non, non. Le mec, il fait une mauvaise décision en s'embarquant dans cette affaire, il va aller jusqu'au bout, il va même jusqu'à tuer des gens et tout. Enfin, il fait vraiment, vraiment de la merde. Tu vois, et c'est ton héros, c'est avec lui c'est lui à qui tu t'attaches, et c'est avec lui que tu suis l'histoire, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose d'hyper courant, quoi. Enfin, je sais pas.
Mais c'est bien rodé parce que voilà, il y a tout un jeu sur comment créer un alibi, comment réussir à faire en sorte que le plan soit infaillible et même il était à deux doigts de pas craquer quoi. Enfin, il était à deux doigts. Ça qui est bien aussi, c'est que le mec c'est un gros bâtard, tu t'y attaches, t'as envie qu'il gagne et il était vraiment à ça de gagner quoi. Enfin, il était à ça de pas se faire avoir quoi. C'est juste qu'il a son collègue qui est trop fort, mais qui est trop fort pour la raison à laquelle je vous ai expliqué. Ouais, il tombe aussi amoureux d'une petite meuf à un moment, enfin pas amoureux, c'est un peu bizarre cette relation qu'il a avec la fille du mec qui est mort justement. Où, ouais, bah, c'est ça le truc, c'est que de toute façon, il n'a plus le droit de voir. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça part d'une histoire d'amour, enfin une histoire de séduction entre la femme du mec qui vont buter et donc le courtier en assurance. Et le fait qu'ils fassent le coup ensemble font qu'ils peuvent plus se revoir. Parce que, bah, fatalement, s'ils se revoient, ça devient suspect, quoi. Parce qu'ils sont observés H24 et tout ça. Et donc lui, il va se mettre un peu à traîner avec la fille du mec qui est mort parce qu'il tient un peu à elle, et parce qu'elle est mignonne, et parce que c'est un peu chelou. Et la femme va devenir jalouse. Enfin, tu vois, il y a aussi des rapports hyper primaires, en fait, qui viennent rentrer en ligne de compte là-dedans, qui font que tout capote, quoi. Enfin, c'est vraiment un film qui exploite la petitesse de l'humanité, et d'une manière qui n'est pas du tout cynique. C'est ça qui est bien, qui est hyper... vraiment, on va étudier ce truc-là de manière un peu sérieuse, et à la fois, on va respecter tous les personnages, et on va vraiment faire un beau produit noble pour raconter cette histoire d'escroquerie, un peu de vengeance à la mort. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment un truc, je trouve que... Enfin, parce qu'en plus, oui, il y a le truc où la femme, elle est encore plus affreuse que prévu, parce qu'elle a potentiellement buté sa mère et tout. Enfin, ouais, non, c'est vraiment un bon film là-dessus, c'est bien ficelé, quoi. T'as tout qui s'enchevêtre parfaitement, qui viennent vraiment consolider un récit solide sur un polar qui, franchement, envoie du bois, quoi. Dans les polars des années 40, j'en connais pas beaucoup, malheureusement, mais grâce à ce type de vidéo, j'en découvre au fur et à mesure. Et honnêtement, mais c'est vraiment typiquement le genre de polar qui envoie du bois et qui se regarde hyper facilement. Ça fait kiffer, ça fait kiffer. Les polars bien écrits, bien ficelés, franchement, moi, c'est un bonheur à regarder, quoi. J'adore ça. J'adore ça. Et là, celui-là, Assurance sur la mort, il en fait clairement partie. Parce qu'il est efficace sur tous les points de vue, des personnages solides, une intrigue qui est vraiment bien foutue. Vraiment, mais foncez découvrir celui-là, il mérite largement cette place dans ce top. Bon bah écoutez, je vais encore devoir faire une autre partie pour cette vidéo qui n'en finit plus. Mais je parle longtemps des films à chaque fois et donc je ne peux pas faire des vidéos de 8 heures non plus. Je préfère en sortir plusieurs parce qu'il y a un moment où même moi je fatigue. Donc on en était au numéro 16. Donc il me restera, on va faire 2 vidéos de 8. Voilà, 2 prochaines vidéos, on va faire la partie 3, partie 4. C'est comme ça que ça va se passer, écoutez. Bah, encore une fois, ça m'a fait très plaisir de la faire. Je l'ai faite en plusieurs parties. J'ai perdu toute une partie de la liste que j'avais faite parce que je n'avais pas enregistré. Enfin, j'ai eu des problèmes techniques aussi, ce qui fait que j'ai dû refaire des films 2 fois par moment. Donc peut-être que j'étais moins, on va dire, à fond sur certains films parce que j'ai dû les faire 2 fois. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de refaire ce truc. Je vais encore remercier des gens parce qu'il y a plein de gens où à chaque fois j'y pense et j'oublie de les remercier. Mais vous êtes là, par exemple, Monsieur Cinéphile, hein, voilà, qui a lancé sa chaîne il n'y a pas longtemps. Allez le voir, hein, il fait des chroniques ciné comme moi. Franchement, ça me fait toujours plaisir de voir débarquer dans les commentaires. Je ne suis pas trop sur Twitter cet été, mais bon, bah, on va vite se retrouver et on va reparler Cinoche ensemble, pépère. Hein. Il y a Lingo Flowerman qui me suit sur mes rétrospectives et est toujours hyper pointu. Et je trouve que vraiment, tu apportes des choses hyper intéressantes à chaque vidéo que je fais. Tu me fais beaucoup réfléchir, donc ça me fait encore une fois vraiment plaisir d'interagir avec toi dans les commentaires. Parce que bah, t'es un mec qui est calé hein, sur James Bond, t'étais hyper calé, là sur Mission Impossible pareil, et ça fait plaisir. Donc encore une fois merci à Lingo Flowerman. Bon après voilà, hein, je vais remercier aussi la team Twitter, hein, Guillaume Boucaud, toute la team de Tea Time Ciné, Greg, Maxime, enfin voilà, j'ai pas envie de citer tout Twitter, mais vous savez que ça me fait toujours plaisir quand je vous vois débarquer dans mes commentaires. Voilà, Cinefiles aussi par exemple qui débarque souvent dans mes commentaires et ça fait super plaisir parce que bah, gros vidéaste quoi, qui fait des vidéos hyper complètes à chaque fois. Et ça me fait plaisir de te voir que tu suis mes vidéos. De temps en temps, tu fous de ma gueule, de temps en temps, c'est pour faire des trucs pertinents. Mais c'est sympa ce genre de relation où on est 2 vidéastes qui se suivent parallèlement, quoi, parce que je réagis à tes vidéos de temps en temps et tu réagis aux miennes. Bref, ça fait plaisir. Et Chocoplume, alors Chocoplume, évidemment, Chocoplume. Je peux pas t'oublier, Chocoplume qui me met des magnifiques commentaires, qui essaye de rectifier ma manière de parler, ma manière de faire mes trucs parce que je dis des gros mots et tu aimes pas ça et tu as raison. Donc Chocoplume, écoute, ça me fait encore une fois extrêmement plaisir de voir tes commentaires sous mes vidéos. Donc je tenais à te remercier dans cette vidéo. Bah, Johan Ryder, hein, on s'est croisé récemment aussi, donc ça fait plaisir aussi. Pareil, dès que je vois ton nom débarquer, je suis heureux.
Et par exemple, Célix de Big Brawl aussi, ça fait longtemps que je te vois débarquer dans mes commentaires, et pareil, ça me fait toujours plaisir de te voir. Donc voilà, vous faites partie de tous ces gens où je vois vos noms, et il y en a d'autres, hein, franchement, je ne peux pas tous vous citer, mais je sais que vous êtes des gens qui me suivaient de manière assez fidèle, et ça me rend hyper heureux, quoi, honnêtement. C'est vraiment pour vous que je fais ces vidéos, parce que je vois qu'on y a un dialogue qui s'instaure, qui continue. Alors je réponds pas à tout, mais honnêtement, j'essaye d'être là, quoi, d'être là, d'être présent, de vous fournir des vidéos cool. On parle de ciné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment parler ciné et de découvrir des nouveaux trucs sur ciné, faire découvrir des films. Moi-même, me forcer à découvrir des films pour après partager ma passion. Voilà, c'est tout ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker. On parle de ça entre nous, parlez-en aux potes. Bref, vous m'avez compris, je suis à la fin de mon sprint, je commence peut-être à être un peu saoul. Il est fini. Il y avait un énorme glaçon. Il était énorme le glaçon de ce spritz là. Et donc bah écoutez, on se retrouvera très vite pour la partie 3 de ces 50 meilleurs films de tous les temps qui n'en finissent plus. Mais je pense que ça ne vous déplaît pas non plus que je prenne du temps sur chaque film plus que se balance 2-3 mots. Moi je prends le temps, je me renseigne, je le regarde avant pour être sûr de bien en parler. Je trouve ça plus intéressant que de parler d'un vague souvenir que j'ai d'un film que j'ai vu il y a 10 ans. Bref, écoutez, sur ce, j'ai envie de vous dire que d'ici la prochaine, bonne toile.